Le Beef Podcast, c'est une discussion entre deux entrepreneurs qui ont toujours plein d'idées de business, pas forcément le temps de les lancer. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fabien Serra. Salut Fabien, tu vas bien? Salut Ronan, ouais, et toi? Ouais, super, merci beaucoup de participer à cet épisode. Alors Fabien, j'ai fait mes devoirs et je vais reprendre mes notes parce que tu as un parcours quand même assez riche. Je me permets, mais tu me corriges si je me trompe. Vas-y. Donc, tu as fait du développement dans le e-commerce et dans les applications mobiles. On est bon? Oui, ouais, Ok. jusque-là on est bon. Tu as été architecte DevOps. Tu as géré une agence de communication digitale pendant quasi 10 ans. Tu étais directeur technique d'une start-up dans la mobilité pendant 3 ans. Pour enfin créer en 2022 ta propre agence de communication, Tizi, que tu vas présenter. Et là, dernièrement, tu bascules sur un studio de conception d'app mobile. C'est presque ça. Je corrige juste un petit truc, c'est que j'ai bossé dans une agence de com pendant 10 ans, mais j'en étais pas le responsable. En fait, j'ai été responsable d'une d'une annexe d'agence de com pendant, je crois que ça a duré 2 ans, à peu près, voilà. Mais sinon tout le reste, t'as eu bon, t'as bien fait tes devoirs. Merci. Donc finalement, c'est vrai ce qu'on dit, les clients des agences de com sont trop pénibles, c'est pour ça que tu bascules vers le développement d'applications mobiles. Non, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, le sujet agence de com, il y a quelque chose qui me chagrine profondément, c'est que le time to value, en fait, le moment où le client se rend compte que ce qu'on a pu lui faire lui apporte de la valeur, il est extrêmement long. Et voire même des fois il est pas perceptible et il est pas anticipable. Si je donne un exemple en fait qui représente bien l'univers de la communication, qui est très ingrat à mon sens, c'est que quand on fait toute une campagne de publicité multicanal, c'est-à-dire on va mettre des panneaux dans la rue, on va faire du display sur les réseaux sociaux, etc. Il y a certains canaux où on va pouvoir mesurer, mais en fait la com c'est un enchaînement de tout un tas d'actions qui vont faire qu'à la fin on va arriver à un résultat, mais sans savoir exactement, précisément, ni quand, ni grâce à quoi, parce que c'est un tout en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me frustre énormément dans l'univers de la com. À l'inverse, l'appli mobile, le logiciel métier, c'est quelque chose qui est tout de suite perceptible et la valeur, elle est immédiate. C'est-à-dire que des fois, on accompagne des boîtes qui ont besoin d'une fonctionnalité pour que ça roule dans leur process. Quand elles ont pas la fonctionnalité, ça roule pas. Quand elles l'ont, ça roule. Et moi, j'aime bien ce truc très pragmatique, très binaire en fait, très activable, et j'avais vraiment du mal à retrouver dans la communication. Surtout que nous, alors la communication, c'est assez large. Nous, on est vraiment dans la branche tout ce qui est numérique, donc tout ce qui va être site web. Donc, c'est pas une branche choisie par défaut parce que justement, c'est la branche où il y a le plus de mesures possibles. Moi, je pense que j'aurais pas pu travailler dans l'affichage publicitaire dans la rue parce que là, on lance des actions et puis on a extrêmement du mal, sauf à faire des enquêtes terrain, ce genre de choses, mais voilà, on a extrêmement du mal à savoir le retour sur investissement, quel a été, comment dire, est-ce que les efforts qu'on a mis, ils ont été mis au bon endroit, qu'est-ce que ça a apporté réellement au client, et ça, peu importe le type de client finalement. Donc, mais malgré tout, dans la branche numérique en fait de la communication. Euh, Généralement, c'est très long. C'est-à-dire quand un client démarre, quand un client ou redémarre, parce que des fois il y a tout à refaire, il y a toute une e-réputation à recréer, bah, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on va mettre en place peut-être un peu de communication sur les réseaux sociaux, on va mettre en place un site web, on va mettre en place une nouvelle charte graphique, etc. Mais le client, on va l'aider à capitaliser, à construire son identité de marque, mais ça va prendre potentiellement 6 mois, 1 an, 10 ans. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, on a du mal à mesurer l'efficacité de nos actions. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Donc, c'est pas tant une question de client, c'est plutôt une question de très personnel, mais de mesure et d'action qui se mesurent. C'est pour ça que l'appli mobile et le logiciel métier, qui finalement sont pas trop éloignés, parce qu'en fait, c'est très fonctionnel, c'est très orienté cas d'usage, nous plaît beaucoup plus, d'autant plus, alors on est quatre dans la société, c'est pour ça que je dis nous, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on a fait longtemps auparavant. Et quand on a lancé la société Tizi, on s'est lancé en agence de com, puis on s'est rendu compte que c'était pas notre amour premier. Donc là, effectivement, on est en train de basculer.
vers tout ce qui va être effectivement appli mobile et logiciel métier. Très clair. Et la bascule, donc tu vas faire des applis pour des clients externes ou vous allez développer vos propres applis que ensuite vous allez marketer et promouvoir? Non, l'idée c'est qu'on reste dans la prestation de service. L'idée c'est vraiment qu'on développe ça pour nos clients. Donc on n'est que sur des clients B2B. Après, à une exception près, parce que forcément, comment dire, dans le monde de l'app mobile, ça évolue énormément et on ne peut pas se permettre de tester tout ce qu'on veut tester sur les applis de nos clients. Donc on a quand même notre, je sais pas, une sorte de studio, enfin une sorte d'activité d'éditeur et de studio en interne qui représente à peu près 20-25% de notre activité, où là on développe nos propres apps. Alors ça c'est encore assez récent, hein, on n'en a qu'une seule pour le moment, qu'on a sorti l'hiver dernier, et ça nous permet en fait sans aucune contrainte, si ce n'est les contraintes qu'on s'impose à nous-mêmes, de tester tout ce qu'on veut, et donc d'être prêt quand on a les projets de nos clients. Euh, et, et, euh, mais le cœur de notre métier, enfin voilà, l'activité vraiment de cette boîte, c'est de la prestation de service, donc c'est ce qu'on développe pour nos clients. Super clair. Très bien. Merci pour toutes ces précisions. Je te propose qu'on passe directement aux idées. J'ai vu que tu Ouais. en as noté trois, mais je suis sûr que tu en as plein d'autres. Je te laisse commencer. Euh, à vrai dire, il y en a une qui est une idée que je porte depuis un peu plus d'un an maintenant et pour laquelle on a déjà bien creusé le sujet. Et les deux autres, c'est plutôt des idées comme ça qui me viennent. Moi, ça fonctionne beaucoup et je pense comme beaucoup quand on entreprend, en fait, les idées elles arrivent et on crée un substrat qui fait qu'il y a de l'idée qui foisonne et pour la plupart, faut savoir filtrer parce que donc ces deux autres idées que j'ai, ça se trouve elles sont complètement nulles. J'ai pas du tout creusé le sujet, j'ai pas fait d'études de marché ni rien. Donc à la rigueur, je commence par l'idée la plus construite. J'explique. Et pour comprendre cette idée, je vais peut-être commencer par le contexte, c'est-à-dire comment j'en suis arrivé là et jusqu'où je suis allé en fait au niveau de cette idée. La première idée, on pourrait la résumer comme étant un CRM, un logiciel de gestion spécialement adapté aux tatoueurs et plus largement aux professionnels, ce qu'on appelle de la modification corporelle. Moi, l'univers du tatouage, c'est quelque chose donc modification corporelle, pardon, c'est tout ce qui va être piercing, tout ce qui va être, alors même ce qui est plus ou moins légal, puisqu'après c'est un peu de l'usage détourné enfin l'usage illégal de la médecine, mais tout ce qui va être se couper la langue en deux, tout ce qui va être vraiment, voilà, des pratiques un peu plus extrêmes. Mais si on reste dans le basique, tatouage, piercing, c'est déjà bien. Et là, plus récemment, on voit apparaître plein de nouveaux métiers là-dedans. Tout ce qui va être dermopigmentation, par exemple, maquillage semi-permanent, maquillage permanent, tout ce qui va être aussi, il y a de plus en plus maintenant qui règle la calvitie, enfin qui masque la calvitie non pas en allant en Turquie, mais en faisant de la tricopigmentation, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc en fait, c'est plein de petits points qu'on va faire sur un crâne, un peu, voilà, ça reproduit un crâne rasé, et on va avoir également blanchiment dentaire, etc. Donc en fait, c'est assez large. Il y a une demande qui est en train d'exploser, et moi, ça, c'est un univers que je suis de près depuis pas mal d'années, déjà en tant que client, puisque bon bah voilà, je sais pas si on le voit, mais j'ai quelques tatouages, quelques piercings également. Mais moi, je fais du tatouage pratique. Enfin, je suis tatoueur, on va dire amateur, en loisir depuis à peu près. Alors, honnêtement, j'ai commencé il y a 4 ans, mais ça fait vraiment 2 ans que je le fais sérieusement, que j'ai passé ma formation, etc., etc. Donc, je suis vraiment rentré, j'ai mis un pied dans ce métier-là. Je côtoie également d'autres tatoueurs. Et ce dont je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait, on va dire, 2 ou 3 constats que j'ai mis ensemble et qui ont créé cette idée. Le premier, c'est que ce sont des métiers très particuliers puisqu'on touche de très près à la santé, d'un côté, parce que clairement on manipule en fait quotidiennement des objets stériles, on injecte de la peau sous de l'encre sous la peau, et il y a des vrais risques d'infection, voire de nécrose, voire de septicémie. Enfin voilà, ça peut aller assez loin. Et on est très sensibilisé à ça lors de la formation d'hygiène et salubrité, qui est la seule formation en France obligatoire pour pratiquer tout ça, de tous ces métiers-là. C'est une formation, faut savoir, qui dure que 3 jours, qui est très théorique et où on apprend globalement à se laver les mains, quoi. Donc, voilà, en 3 jours, on n'est pas médecin, c'est clair.
Donc ça, c'est le premier constat, c'est que ça touche de très près la santé. Le deuxième constat, c'est que ça explose dans tous les sens. C'est-à-dire que il y a une demande qui explose, il y a une offre qui explose. Euh, je pense que le Covid y a fait pour beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, je vais acheter mon petit kit de tatoueur et je me mets à tatouer, il y a de l'argent à faire, j'y vais. Et comme il faut, c'est comme tout en fait, comme l'offre explose, comme la demande explose, il faut être différent. Et là, on voit des nouvelles pratiques, on voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que on voit des très bons tatoueurs qui sont pas très bons en com et qui du coup euh, perdent leurs clients, alors que de base c'est des très bons artistes, donc finissent par devenir coach pour tatoueurs parce qu'il y a une demande. Et on a des gens qui sont totalement nuls en dessin, qui sont totalement nuls en tatouage, qui sont totalement nuls dans tout, mais qui savent très bien se vendre, qui sont très bons en com. Et là, on commence à voir un peu un grand n'importe quoi. D'autant plus qu'encore une fois, il y a besoin que d'une formation de 3 jours, qu'on paye 300 € et on l'a à vie. Alors ça, je mets un petit bémol dessus, puisque la loi est en train d'évoluer tout juste là cette année. C'est aussi pour ça que, que l'idée est venue. Euh, et le troisième constat que j'ai fait, c'est que pour ces métiers-là, spécifiques, il n'y a absolument rien qui existe adapté à leur pratique. C'est-à-dire que des logiciels des CRM, des logiciels de gestion, il en existe plein. Je peux citer le plus connu qui peut-être s'en rapproche le plus, c'est Planity. Planity, c'est vraiment le logiciel un peu de tout temps, ça le Doctolib des barbiers coiffeurs, en gros. Et les mecs, je crois que c'est français en plus, et ils ont une armée de commerciaux. Enfin, ils ont tout raflé. Ça marche très bien pour les coiffeurs barbiers, mais quand on est coiffeur barbier, on n'a pas de questionnaire de médical avant d'aller se faire coiffer, on n'a pas de consentement libre et éclairé, on n'a pas d'accord parental si on est mineur, etc. Donc on est sur un métier un peu différent par rapport au tatouage, au piercing. Euh, et donc en voyant tout ça, plus je pourrais presque rajouter un quatrième constat. Constat, c'est celui que les hautes autorités de santé publiques européennes, parce que ce que je dis là, c'est beaucoup valable en France, mais c'est un constat qu'on peut faire partout en Europe, commencent à s'inquiéter, justement parce que la demande explose, justement parce que l'offre explose et que ça se développe de manière très archaïque et sauvage. Euh, on commence à voir apparaître en fait des normes européennes sur comment ces métiers doivent être sécurisés, ces métiers doivent être opérés, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'hygiène, de confidentialité de données, etc. On commence à voir apparaître des rapports inquiétants sur, on a de plus en plus de personnes qui sont concernées par ça, des personnes de plus en plus jeunes, des personnes qui vont de plus en plus loin dans les pratiques, à par exemple se faire tatouer le blanc des yeux. Une petite stat comme ça intéressante. En France, il me semble que euh, parmi les 15-35 ans, non, les 18-35 ans, on va partir des majeurs, les 18-35 ans, c'est 70%, entre 70 et 80% des 18-35 ans qui sont tatoués ou percés en France. Donc c'est Tu peux répéter? quasiment tout le monde. C'est entre 70 et 80% des 18-35 ans qui ont au moins un tatouage ou un piercing en France. C'est énorme. C'est énorme. Ça représente 11 millions sur 14 millions. Donc c'est juste incroyable. Et alors ceux qui font partie des 20-30% restants, je sais pas si toi tu as un tatouage Non. eh ben, tu fais partie des Je des fais tatouage et piercing en même temps? non non l'un C'est- ou l'autre. Ah, d'accord. Ok, ok. Alors par contre ça inclut pas les boucles d'oreilles D'accord, ok. pour les femmes parce que là Oui, voilà ce ce serait serait tricher. Ce qu'on considère comme étant un piercing c'est tout ce qui est tu vois les oreilles ça compte pas mais Ouais, globalement tu vois ce que j'ai au nez ce que d'accord. les gens peuvent avoir après voilà arcade Mm. c'est tout sauf les oreilles. Les oreilles c'est un peu exclu parce que il y a un truc culturel en fait derrière ça. Euh, et, euh, et donc forcément on a d'une part quelque chose qui n'a pas été légiféré depuis longtemps, puisque globalement, l'univers de la modification corporelle, historiquement, en France, mais partout en Europe, c'est quelque chose qu'on laissait à quelques... Enfin voilà, c'était un monde d'artistes, c'était un monde de punk, c'était... Les autorités laissaient un peu couler ce truc-là. En 1980-90, il y avait 20 tatoueurs en France, par exemple. Aujourd'hui, rien que sur la ville de Lyon, il y en a plus de 2000 qui sont déclarés. Il y en a plein qui sont pas déclarés.
Donc, et ça, c'est juste sur la ville de Lyon. On a du mal à avoir des statistiques parce que justement, ça s'est développé de manière assez archaïque. Mais on estime qu'il y a à peu près 20 000 salons de tatouage en France. Alors, salons de tatouage, tatoueurs, parce que généralement ils sont en solo, les gars. Mais 20 000, c'est un peu les chiffres officiels qu'on a du mal à chiffrer. Et après, il y a tous ceux qui sont pas déclarés, comme moi. C'est pas un métier. Je fais ça comme quelqu'un pourrait dessiner chez lui. Mais toujours est-il que je manipule moi aussi des produits stériles. Je manipule donc forcément, je suis aussi soumis à tout un tas de contraintes. Euh, Donc forcément, ils ont laissé un peu les choses se faire. Il n'y a pas eu de législation dessus. Il n'y a pas eu. Il y a eu effectivement en 2008, parce que ça commençait à être un peu inquiétant, cette formation obligatoire dont je parle depuis tout à l'heure, qui a été instaurée et qui, à minima, indique comment on utilise un antiseptique, quels sont les risques bactériologiques, infectieux, à quoi ça sert de mettre des gants, qu'est-ce qu'un champ stérile, voilà, un peu les bases des bases parce que mine de rien, euh, par exemple, une aiguille doit être stérile. En fait, ça paraît bête, mais on apprend pendant ces 3 jours à connaître qu'est-ce qu'une contamination croisée, à savoir se protéger soi également. Enfin bref, on apprend des choses hyper, enfin essentielles. Et il faut savoir qu'aux yeux de la loi, un tatoueur, par exemple, ou un perceur, il est soumis exactement aux mêmes règles qu'un professionnel de santé en matière de confidentialité de données, d'hygiène, etc. C'est-à-dire que si un tatoueur fait n'importe quoi, bah, il est répressible devant la loi, pénalement, au même titre qu'un infirmier qui fait n'importe quoi et qui réutilise une aiguille, par exemple. Et donc, il est soumis également aux mêmes contraintes de traçabilité, forcément, parce que pareil, s'il y a un problème sur un lot d'une encre, bah, il faut que on puisse remonter jusqu'à ce lot, jusqu'à cette encre, et ça, on le fait grâce à la traçabilité. Et ça, aujourd'hui, dans l'univers du tatouage du piercing, la traçabilité, elle se fait de manière totalement sauvage. Donc, quand on met tout ça dans un même panier, on se dit, bah, il y a un truc à faire parce que il y a quand même une demande qui explose. Il y a des gens qui sont de plus en plus jeunes qui sont confrontés à ça et à ces problématiques. Il y a un grand gloubi-boulga en fait il y a des nouveaux tatoueurs qui s'installent, mais enfin, d'où ils viennent, ils savent à peine dessiner, ils savent à peine se laver les mains et d'un côté, mais ils communiquent bien, donc on leur donne de la visibilité. Et d'un côté, il y a des mecs extrêmement pointus qui font ça de manière chirurgicale, qui savent pas se vendre, qui savent pas communiquer et qui perdent tout leur temps dans de l'administratif, parce que voilà, dès qu'on rajoute de la législation, c'est toujours pareil, il y a de l'administratif qui se rajoute aussi. Et faut pas oublier que les mecs, ils sont artistes tatoueurs. Ils ont pas de secrétaire médical qui les aide sur l'administratif, par exemple. Donc, de là, j'ai commencé à faire des recherches à benchmarker un peu le marché. Alors, il existe des solutions un peu bancales, mais voilà, qui intègrent pas des notions de traçabilité, qui prennent pas en compte la manière dont ces mecs travaillent. C'est-à-dire que bien souvent, c'est des logiciels métiers un peu lourds, pas du tout pensés au niveau UI, UX, en termes d'expérience utilisateur et d'interface. Généralement, c'est pas porté sur mobile. Enfin voilà, il y a plein de problématiques. Ou alors, c'est extrêmement cher. Et la plupart des tatoueurs travaillent généralement en solopreneur, en fait, en auto-entrepreneur. Donc, c'est pas dans leur culture de dépenser 300 balles dans un logiciel comme un médecin, par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas de problèmes. Moi, pour creuser un peu cette idée, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de par l'univers et de par mon métier justement de concepteur d'appli mobile et de logiciels métiers, j'ai rejoint en fait l'année dernière un programme c'est un programme d'incubation qui s'appelle Start and Grow. C'est là où on a nos locaux, c'est au Puy-en-Velay. Il existe ce genre de programme même dans une petite ville de 20 000 habitants. Et s'ils regardent cette vidéo, je les embrasse chaleureusement parce que le programme il est excellent. Et en fait, lors de ce programme, on rencontre tout un tas de professionnels sur la verticale marketing, la verticale com, la verticale business, la verticale financière, levée de fonds, etc., etc. Et en fait, on est accompagné. Ils imposent un rythme en fait pour justement challenger une idée. L'objectif de ce programme d'incubation, à l'issue, c'est de savoir si on est sur un go ou un no-go, en gros. Et de redéfinir un peu toute notre idée pour en faire un product market fit ou voilà, en tout cas structurer un peu tout ça. Initialement, j'étais parti sur un aspect très normatif des choses, c'est-à-dire je me suis dit ok, il y a des normes que les gens respectent pas, les hautes autorités de santé publiques européennes s'inquiètent,
bah en fait, on va faire un truc légal, quoi. On va bosser avec la NSM, par exemple, l'Agence de sécurité du médicament, j'ai plus exactement l'acronyme. On va bosser avec les ARS, l'Agence régionale de santé, etc. On va pondre un truc qui est conforme parce qu'il y a des normes, parce que justement je donne un exemple en fait de feature pour bien comprendre. Pour ceux qui ont déjà fait un crédit IMO, il y a un sujet de l'assurance du prêt qui se pose à un moment et quand on demande à souscrire à une assurance de prêt, on a ce fameux questionnaire médical. Aujourd'hui, tout est numérisé, on reçoit le questionnaire médical par mail, on est à peu près assuré que ce soit confidentiel et que ce soit sécurisé. On répond à, je sais plus, 5 6 questions. Si on répond non partout, hop, procédure automatisée, ça file à l'étape suivante. Si par contre, à une des étapes de type, est-ce que vous avez été hospitalisé ces 10 dernières années, est-ce que vous avez des maladies cardiovasculaires, ce genre de choses, un peu touchy, un peu sensible. Si on répond oui à ça, euh, ça n'est pas la banque qui reçoit directement l'information, mais la banque reçoit une information comme quoi à une question, il y a eu la réponse oui, et que donc il faut creuser les recherches. Et ça, c'est de la feature obligatoire en fait quand on fait un projet tatouage. Et, euh, et clairement, personne ne le fait parce qu'il n'y a pas les outils, parce que mine de rien, ça nécessite d'avoir des connaissances en numérique, en RGPD, en confidentialité des données, etc., etc., qui est plutôt le métier justement de Tizi et pas le métier d'un tatoueur. Sauf que s'équiper en sur-mesure là-dessus, c'est très vite cher. Donc ouais, on retombe sur le problème de culture où les tatoueurs n'ont pas, ne dépensent pas 20 000 euros dans un logiciel sur mesure. Ça n'existe pas. Donc ça c'est l'exemple de feature auquel on avait pensé et l'idée au début ouais, c'était vraiment de faire de proposer un logiciel légal vraiment comme on va équiper un médecin avec un logiciel ou un hôpital avec un logiciel légal pour qu'il puisse réaliser son métier de manière totalement légale. Et donc on a fait pendant des mois et des mois des interviews utilisateurs. Donc on est allé interviewer des médecins, on est allé interviewer des tatoueurs, des perceurs, on a essayé d'aller chercher des gens de la NSM, mais les mecs ils sont inatteignables, alors que c'est quand même leur rôle de renseigner, mais ils sont inatteignables. Euh, et ce qui ressort, c'est qu'en fait tout l'aspect légal, en fait les gens s'en foutent. C'est triste à dire, mais les gens s'en foutent parce que et même les médecins, même parce que selon eux, même si c'est un risque populationnel, vu que ça concerne énormément de personnes, l'enjeu n'est pas suffisamment grand pour sévir sur l'aspect légal. Euh, Certes, ça concerne 70 ou 80% des 18-35 ans, mais les risques, il faut le dire, il faut être honnête, ils sont relativement faibles. C'est-à-dire, et heureusement, sinon on en aurait entendu parler. Heureusement qu'à chaque fois qu'on va faire un tatouage, on n'a pas une nécrose et besoin de se faire couper la main, le bras. Mais on a quand même un risque infectieux qui est là, une problématique également de traçabilité des produits parce que ça c'est depuis la nuit des temps, chaque fois qu'il y a une offre, chaque fois pardon qu'il y a une demande qui explose, il y a une offre en face. Et les mecs qui sont forts pour réagir très vite et créer une offre en très peu de temps, c'est les Chinois, comme toujours. Et là, ce qu'on a vu apparaître et ce qui n'a jamais existé, ce qui est assez inédit, c'est que ça fait à peu près un peu moins de 10 ans, ça fait 5 6 ans que les Chinois ils se sont mis sur le marché du tatouage, alors qu'avant, encore une fois, c'était un milieu très artistique, etc. Et on avait encore beaucoup des machines qui étaient montées à la main en Allemagne, en Russie, etc. Là, les Chinois, ils inondent le marché. Ils inondent le marché de manière pas toujours très honnête. À titre d'exemple, on connaît tous le petit logo CE qui garantit que les tests de sécurité, enfin en tout cas de conformité pour qu'un produit soit diffusé dans l'Union européenne soit valide, etc. Et ben en fait les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un logo qui est mais vraiment ressemblant, CE, ça doit être du China Export. La seule différence, c'est que le C et le E, dans le cas du logo chinois, il est très proche. Ça fait un truc comme ça. Dans le cas du vrai truc CE qui garantit qu'il a passé tous les tests pour l'Union européenne, c'est un peu plus espacé. Mais ça, si on n'a pas l'œil aguerri, on se dit c'est bon, le produit il est conforme à l'importation européenne, donc c'est cool. Et en fait, on se retrouve avec un produit chinois qui a passé aucun test, qui contient une teneur en plomb dans une encre énorme, et on va foutre ça dans ses clients, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais
justement, c'est peut-être trop nouveau pour que on s'inquiète de, bah, il faut faire des logiciels qui soient conformes, avec une traçabilité conforme. Enfin voilà, on n'en est pas encore là. Donc, notre conclusion de tout ça, ça a été de dire, bah, ok, peut-être qu'il faut pas trop miser sur l'aspect légal. Peut-être qu'il faut juste se dire, bah, ok, vous, tatoueurs, perceurs, quelles sont vos problématiques? Vous perdez du temps chaque jour, dans quoi? Et en fait, les deux problématiques qui ressortent, c'est ben on a du mal maintenant à se différencier parce que la concurrence est devenue énorme, parce que Monsieur Tout le Monde s'est mis à tatouer, d'une part. En plus de ça, bah c'est pas des communicants, eux, bon, même s'ils font un peu d'Instagram, etc. Les mecs à la base ils dessinent et enfin voilà. Et d'autre part, bah, tout l'administratif, enfin comment dire, c'est pas vraiment l'administratif, mais c'est la relation client. Elle se complexifie justement parce qu'il y a une concurrence qui est beaucoup plus rude et que les clients aujourd'hui sont plus exigeants. Les clients aujourd'hui, ils se disent pas, bah il y a un salon de tatouage dans ma ville, je vais aller là. Là aujourd'hui, il y a une offre pléthorique de tatoueurs perceurs qui communiquent sur Instagram, etc. Donc ils se disent, bah si je vais au village d'après, j'ai 15 mecs qui peuvent me tatouer. Donc en fait, je vais les challenger, je vais voir quel est le moins cher, et tout ça, c'est vu qu'ils n'ont pas de logiciel et qu'ils n'ont pas tout qui se fait dans le numérique en fait, tout ça, ça se fait à la main. Et moi, je le vois. Alors que ma règle, moi, c'est d'accepter que les amis et éventuellement les amis des amis. C'est-à-dire, que j'accepte pas, j'ai pas de clients en fait. Mhm. Et je fais ça. En gros, le deal, c'est que moi, les mecs, ils me prêtent ou les nanas, ils me prêtent un bout de peau. Je m'entraîne. Il y a pas d'échange d'argent. Il y a pas comment dire, c'est pas un acte de tatouage. Tu me prêtes un bout de peau, je m'entraîne. Je te garantis que je vais utiliser toutes les mesures d'hygiène, mais potentiellement, vu que je suis en apprentissage, voilà, je suis pas un vrai tatoueur. Et même, donc ça veut dire que globalement, je fais deux projets par mois. Un ou deux projets par mois. Donc c'est un tout petit rythme hein, par rapport à un vrai tatoueur qui va en faire deux, trois par jour. Mais même à mon niveau, je galère avec, parce que tout le monde me contacte par Instagram, alors que je fais aucune pub, mais voilà, c'est par recommandation, les amis, les amis des amis, donc ils savent que je fais ça. Ils me contactent par Instagram, je dois caler des rendez-vous, on discute des projets ensemble, et c'est hyper fastidieux. Parce qu'en plus de ça, c'est pas du tout cadré. Donc même pour moi, si demain il y a un logiciel comme ça avec une licence, un truc type Spotify, Netflix où je vais payer 20, 30 balles par mois, je le prends. Je le prends parce que, alors, il faut savoir que ce genre de passion, c'est hyper cher parce que, je dis n'importe quoi, mais ça doit me coûter 2000 balles à l'année et je prends rien en échange. Donc c'est un loisir qui coûte assez cher. Donc je suis plus à 20 balles près finalement. Mais je perds tellement de temps à caler les rendez-vous, à m'assurer que j'ai bien noté les rendez-vous dans mon agenda, que j'ai bien anticipé les projets, que j'ai bien fait les dessins en amont, etc., etc., que je sais même pas comment les types qui font ça tous les jours réussissent. Tu vois, avec deux projets par jour, ils doivent passer, je pense, 4 heures à gérer la relation client. Et quand il y a des retouches, et quand il y a des plaintes, et quand il y a des gens qui sont pas, qui s'inquiètent parce que le tatouage il s'infecte un peu, enfin voilà, c'est ingérable. Plus tout ce qui va être no show, tout ce qui va être ça c'est un vrai sujet en fait dans ces métiers-là, c'est que ils ont énormément de gens. Moi un peu moins parce qu'encore une fois c'est les amis et les amis des amis, mais les gens qu'on a rencontrés, qu'on a interrogés, il y a un taux de no show qui est énorme. Alors grâce aux acomptes, on réduit un peu ça, mais le problème c'est que, enfin, en fait les gens c'est pas qu'ils se pointent pas et ils disent jamais de nouvelles, c'est juste qu'ils se pointent pas le jour J. Puis ils s'excusent, mais ils veulent un autre rendez-vous derrière parce qu'ils ont quand même payé la compte. Donc malgré un paiement de la compte, il y a quand même des no-shows qui sont énormes. Il y a des gens qui le jour J se ramènent et disent ah mais finalement c'est pas le projet que je voulais, j'ai une autre idée, donc en live on refait des dessins. Enfin ouais, clairement c'est ingérable. Et et en fait il existe tellement de choses aujourd'hui sur l'aspect CRM qu'on pourrait sur lesquels on ajouterait en fait les fonctionnalités légales obligatoires, mais qui seraient comme la cerise sur le gâteau, que moi je pense que ça pourrait comment dire très vite être adopté par cette catégorie de professionnels, parce qu'aujourd'hui en fait ils se plaignent tous de plus faire le métier qu'ils veulent quoi. C'est-à-dire qu'au final ils tatouent un tiers de leur temps, les deux autres tiers c'est gérer du client, c'est s'assurer que le client va venir, c'est gérer les acomptes parce que les acomptes ils partent sur PayPal et puis il y a beaucoup de blagues aussi dans ce métier-là.
Donc derrière, enfin, la gestion comptable, le machin, le truc, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, tout ça pour dire que le programme d'incubation nous a permis de faire une sorte de mini pivot sur la stratégie et de dire bah on va se concentrer sur les features en fait qui vont faire gagner énormément de temps et pour lequel on va garantir une bonne pénétration de marché parce qu'on sait que sur 2000 tatoueurs à Lyon, on sait que s'il y en a 10% qui viennent, c'est déjà énorme quoi. Donc et ça c'est que sur la ville de Lyon et ce modèle-là en fait il est réplicable partout en France parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe aujourd'hui, mais partout en Europe parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en Europe. Et en plus de ça, il y a l'aspect législation qui évolue. Et là, je repense à Doctolib Covid, c'est-à-dire que ça a été un tremplin énorme quand Doctolib proposait les rendez-vous de vaccination et que le gouvernement a dit ben, prenez vos rendez-vous sur Doctolib. Là, c'est un moyen de cartonner, d'exploser le système en très peu de temps. Et là, tel que la législation évolue, on sent que euh, on sent que ça peut faire comme Doctolib avec le Covid, quoi. On sent que là, par exemple, la fameuse formation dont je parlais, donc jusque maintenant c'était 3 jours, et puis derrière on l'avait à vie, il n'y avait pas de jury, il y avait rien, c'était que théorique, on l'a validé automatiquement. Là, ils ont un peu revu les choses, et ça c'est tout récent, alors que ça faisait 15 ans qu'ils y avaient pas touché, 17 ans qu'ils y avaient pas touché. Là, cette année, c'est nouveau. La formation, va falloir la repasser tous les 5 ans. Et maintenant, elle va durer 5 jours, et en plus, on va passer devant un jury. Donc on sent en fait que les autorités s'emparent du sujet et la norme aussi, la norme dont je parle, qui est une norme européenne, qui pour le moment est une norme volontaire, pas encore obligatoire, c'est une norme volontaire. Moi, je pense que dans quelques années, quelques mois, quelques années, cette norme va devenir obligatoire. Au même titre que voilà, quand on s'installe en tant que infirmier libéral, on a des règles, on a des contraintes. Là, ça sera la même chose pour ces métiers-là, qui continuent de se développer comme ça, comme des champignons. Et, euh, et l'ambition en fait de ce projet, donc je l'ai pas dit, mais en gros c'est une app mobile. C'est une app mobile qui sera portée sur tablette, et qui en fait est adaptée à la manière dont ce public travaille, ces professionnels travaillent. Et l'ambition à terme, c'est bah, là encore il y a une forte inspiration d'Octolib, c'est presque de devenir le guide Michelin en fait de ces métiers-là puisque ça concerne énormément de monde, en fait, il va falloir réussir à faire la part des choses entre ceux qui sont mauvais d'une certaine part, mais pas forcément mauvais sur le travail qu'ils produisent, mais plutôt mauvais sur le respect des normes et de l'hygiène, etc. Parce que ça, mine de rien, ça compte. C'est-à-dire que s'il y a un artiste qui fait magnifiquement bien des dessins, mais qui fume et qui boit en même temps qui pique, ça pose problème. Et donc, au même titre que le guide Michelin, quand on voit 3 étoiles sur un resto, on est rassuré sur la qualité, on est rassuré sur le prix aussi. On sait qu'on va payer cher, mais on est rassuré sur le fait que les produits vont être extrêmement travaillés. Voilà, ça a fait autorité maintenant le guide Michelin. Et ça, en fait, nous, on aimerait je sais pas encore comment, mais le pousser parce que ça réglerait en fait une autre problématique de cette cible-là, qui est la problématique de la communication. Parce qu'ils nous ont tous dit, on a du mal en fait à se mettre en valeur par rapport à d'autres. On a du mal parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est uniquement ce que je mets sur Instagram et en fait, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça et les clients attendent plus que ça. Donc, en fait, en leur mettant entre les mains ce logiciel, on pourrait les accompagner jusqu'à, par exemple, se faire certifier par cette norme, parce qu'il y a des laboratoires qui existent, ce qu'on appelle laboratoire COFRAC, qui existent et qui sont là pour faire certifier des normes, enfin te faire certifier par rapport à des normes. Et donc nous, on pourrait les accompagner. Donc là, on est plutôt sur un travail de consulting. Voilà, c'est un autre modèle économique qu'on pourrait coupler à ça. On pourrait les accompagner pour se faire certifier. Et en se faisant certifier, bah on retombe sur l'idée du guide Michelin. Au même titre que, alors, du coup, c'est un peu différent parce que guide Michelin, ils ont créé leur propre autorité de certification d'une certaine manière. Ça, c'est extrêmement long, fastidieux. On peut pas s'engager dans un truc comme ça. L'idée, c'est plutôt d'être facilitateur pour auprès d'une autorité de certification pour leur permettre justement, bah, en fait, tout simplement de sécuriser, de professionnaliser tous ces métiers qui sont en train de partir dans tous les sens. Bah, j'ai beaucoup parlé, je sais pas si c'était clair dans tout ce C'était que j'ai dit. c'était très clair et tu as une grande connaissance du marché. Tu es client et tu es pratiquant à la fois, donc je pense que ton point de vue fait autorité. Euh, c'est marrant parce que moi je suis pas du tout là-dedans, hein, mais j'avais l'impression que le tatouage était de moins en moins à la mode et de moins en moins Eh ben, pratiqué.
t'es pas le seul à dire ça. Et en fait, je pense que ça a changé, en fait. C'est-à-dire que avant, je veux être tatoué coûte que coûte parce que c'est à la mode d'être tatoué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus personnel. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de personnes qui le font, non plus dans une démarche purement esthétique, et donc visible à tout prix, voilà, les gros trucs qu'on mettait ici, etc. On est maintenant un peu plus dans une démarche, je dirais presque introspective, presque un pèlerinage en fait. Et voire même un challenge face à soi-même. Donc en fait, et ça c'est beaucoup plus pudique en fait, c'est beaucoup plus confidentiel, intime. Moi, les gens qui viennent me voir, de plus en plus, ils veulent un petit tatouage en commun pour sceller un groupe de potes, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est longtemps fait, mais aujourd'hui, avant, c'était peut-être plutôt anecdotique, et l'objectif, c'était de faire un truc qui se voit, parce que bah, c'était quand même le but, c'était purement esthétique. Aujourd'hui, c'est presque, je raconte un bout d'histoire. Et, euh, et, euh, et souvent, c'est beaucoup plus discret. Ça va être des petits points au niveau de la cheville, ça va être, et donc on le voit beaucoup moins et on a l'impression, et les gens s'en vantent moins aussi, alors qu'avant, moi je me rappelle il y a 10 ans, dès que quelqu'un se faisait un nouveau tatouage dans mon entourage, boum, photo sur Instagram, sur Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit moins, c'est un peu plus considéré comme ringard de faire ça, mais c'est pas pour autant que les gens le font plus. C'est juste qu'il y a il y a eu une transformation. Il y a beaucoup le sujet également de résistance à la douleur, parce que le tatouage, ça va au-delà aujourd'hui, ça va au-delà de l'acte esthétique. Aujourd'hui, on est également dans l'affirmation de soi, auprès de soi-même, en fait. Et donc, jusqu'où je suis capable d'aller, le tatouage, ça fait mal, mais ça fait partie du process. Donc, c'est plus intimiste et peut-être moins visible aux yeux des autres, mais en fait, la demande ne fait qu'augmenter. Intéressant. Donc c'est vrai qu'en se baladant dans la rue, on voit moins de tatouages. C'est pas pour autant qu'il y en a pas plus, en gros. Exactement. En fait, mais c'est comme tout, c'est-à-dire c'est devenu un peu mainstream. À une époque, c'était réservé. Quand je dis à une époque, c'était il y a 15, 20 ans. Il y avait, je sais pas, 10% de la population qui était tatouée, et encore même pas. Et c'était un peu réservé, comme je disais tout à l'heure, aux artistes. C'était un peu réservé à des gens un peu en marge de la société. Et les gens voulaient pas forcément être associés à ça. Donc, en fait, on voyait, quand il y en avait un qui était tatoué, on voyait que ça. Surtout quand il y en avait un qui était tatoué avec pas mal de tatouages. On voyait que ça chez lui. Et en fait, ça s'est tellement démocratisé. Voilà, maintenant, à une époque, on pouvait pas faire certains métiers quand on était tatoué. On pouvait pas être Mhm. serveur, on pouvait pas être gendarme, on pouvait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. Aujourd'hui, on voit des militaires, on voit des policiers totalement tatoués, ça pose aucun problème. On voit des serveurs totalement tatoués. Et donc, au final, c'est devenu un peu mainstream. Donc, c'est pour ça que les gens le font aussi, je pense, de manière beaucoup plus intimiste et pour eux, de manière, voilà, envers eux-mêmes, plutôt comme quelque chose que je montre comme une fierté, parce qu'au fait, c'est plus une fierté, vu que tout le monde en a, enfin, beaucoup de gens en ont, un. Donc, et, euh, et, euh, et maintenant, il y a ça qui a pas mal évolué aussi, c'est qu'avant, on voulait un tatouage, peu importe ce que c'était, peu importe par qui c'est fait. Et c'est là où on a commencé à voir, et je pense que c'est ce qui est devenu un peu ringard, on a commencé à voir le dessin qu'on voit partout. Pour n'en citer que quelques-uns, ça va être le symbole infini. J'espère que je vais vexer personne, mais mais c'est vrai que voilà, on a des tatouages qu'on retrouve un peu partout, le symbole infini. Bon, je vais pas citer les pires dans le sens le petit cœur avec écrit maman dedans. Enfin voilà, ça c'est vraiment le truc un peu cliché des marins, mais en fait c'est à ce moment-là où on a commencé à avoir un peu les tatouages qui passent partout parce que tout le monde a commencé à le faire, donc on l'a fait. Là, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que euh, c'est maintenant les gens recherchent un artiste. Et parce qu'ils aiment bien un artiste, ils veulent une pièce de cet artiste. D'accord. Donc il y a ça qui est assez nouveau aussi. Donc il n'y a pas forcément de signification. Par exemple, il y en a où bah, le tel tatouage, ça signifie telle chose et c'est, je sais pas, un prénom, c'est une date de naissance, un machin comme ça. Là maintenant, il y a ce nouveau truc de bah, j'adore cet artiste et je veux, j'adore ce qu'il fait, j'adore les valeurs qu'il représente. Par exemple, on a des tatoueurs aujourd'hui qui parlent autant de leur art, de leur métier, que de leurs valeurs. Donc on a des tatoueurs véganes qui vont se battre pour la cause animale, etc. Mhm. Et ouais, c'est devenu un business en fait, personal branding. Et là c'est pareil, quand les gens vont chercher une pièce chez un tatoueur en particulier,
là encore, ils le font pour eux. Ils sont pas là pour dire, regarde, j'ai un tatouage de plus. Ils D'accord. sont heureux d'avoir un bout, parce qu'ils partagent les valeurs de cet artiste. Ils sont heureux d'avoir un bout de l'art de cet artiste sur eux. Et là encore, bah, c'est quelque chose qui se voit moins parce que les gens gardent ça pour eux maintenant. Super Plus, en intéressant. tout cas. J'avais pas du tout. Ouais, c'est un univers que je connais très très mal. Et c'est super intéressant d'avoir ces infos. Pour revenir sur le CRM, c'est quelque chose que vous allez lancer avec Tizi. C'est quelque chose qui est dans les cartons. L'idée, c'est de faire une deuxième boîte, parce que là, on serait sur un mode startup, D'accord. et l'objectif, c'est d'aller chercher de l'argent avant quoi que ce soit, parce que Tizi, c'est vraiment un prestataire de service, c'est une agence, un studio, enfin voilà, peu importe Mhm. comment on l'appelle. Alors bien sûr, Tizi a des compétences qu'elle pourrait mettre à dispo de ce deuxième projet, mais l'idée, voilà, c'est de faire une structure totalement à part, d'aller chercher, tu vois, globalement, on a fait tout un plan financier, et l'objectif, c'est d'aller chercher à peu près 50 000 euros au départ. Donc là, bah, c'est pareil, on a plein de pistes pour ça auprès de la BPI, auprès comment dire de crédits, etc. Et nous, en fait, et Tizi par contre pourrait mettre un peu d'argent sur ce projet-là pour compléter et lancer. Voilà, globalement, on a besoin de 100 000 pour démarrer, tu vois. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que bon, on est hyper chargé, hyper occupé sur Tizi, donc on a un peu mis ça en pause pour le moment, mais en fait, l'idée, c'est parce que la législation a énormément évolué cette année. Enfin, l'année dernière et cette année, ce dont j'ai pas parlé, c'est que l'année dernière, par exemple, près de 70%, j'ai que des 70%, j'ai l'impression, je vous promets que c'est des vrais chiffres, mais près de 70% en fait, des produits utilisés dans le tatouage ont été interdits, là, entre 2022 et 2023. Donc ça fait peur, en Europe, pardon. Ça fait peur parce que ça veut dire qu'avant, voilà, il y avait, alors, c'est toujours pareil, il y a des fois, par mesure de précaution, on interdit tout dans le doute, alors que ça représentait pas un danger. Là, en l'occurrence, il y avait pas mal de pigments. C'est arrivé dans la même veine, en fait, que par exemple les pigments bleus qui posaient problème, je crois, ou je sais plus quel pigment, qui posait problème dans les M&M's, par exemple. Voilà, il y a plein de pigments qui ont été interdits parce que considérés comme dangereux à certaines doses. Et en fait, c'est les mêmes pigments qu'on utilisait à la fois dans l'alimentaire et également dans les encres de tatouage. Mais voilà, il y a plein de produits qui ont été interdits dans les encres, dans les aiguilles, dans donc tout est en train d'être bousculé, d'être transformé au niveau de la législation. Et là, l'idée pour nous, c'est de regarder ça de manière assez lointaine parce que, mais tout en étant proche quand même de ce qui se passe, pour se dire, ok, sous quel angle on attaquerait ce sujet. Donc pour le moment, on est en stand-by, mais on regarde ça de près. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin 2024, on commence à s'inquiéter sur le sujet finance. On commence à aller justement taper des dossiers rédiger des dossiers et taper des portes pour aller chercher ces 50 000 euros dont je parle. Et si on arrive à récolter la somme, bah, l'objectif, c'est qu'on lance ça courant 2025. Voilà un peu l'idée sur ce projet. Tu as beaucoup parlé de législation, de règles, etc. Dans ton CRM, on peut appeler ça un CRM. Ouais. Oui, Ou un SaaS, enfin, ça sera un modèle ça, SaaS, ouais. c'est ça, exactement. Ok. Donc, ça permettrait aux tatoueurs, au salon, de gérer la relation client. Les allers-retours, par exemple, t'upload le tatouage que tu vas mettre et comme ça tout est écrit, il y a des traces et il n'y a pas d'aller-retour sur Instagram ou par email ou par MMS ou quoi que ce soit. Donc toutes les fonctionnalités que tu as mentionnées. Et en plus, d'après ce que je comprends, tu aimerais faire des espèces de news qui permettent d'avertir le tatoueur des des derniers développements réglementaires pour leur dire attention, ce pigment a été interdit, mettez-vous à jour. Alors, exactement, mais même ça va un petit peu plus loin, c'est news pour le tatoueur, mais pour le client également. Hmm. Parce que, et là, il y a un vaste sujet également avec les médecins de corps médical, c'est que il y a des questions fréquemment. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de portail d'information par rapport à ça. C'est vraiment un univers qui a été laissé pour compte pendant des années et que les artistes tatoueurs ne se sont pas emparés parce que ça les intéresse. Enfin, c'est archaïque de dire ça, mais informer la population, etc., c'est pas leur job. Ils aiment pas ça. Ce qu'ils veulent, en général les artistes tatoueurs. Piercing, c'est un peu différent, mais ceux qui font ces métiers-là,
ils sont câblés, c'est des artistes quoi. Voilà. Je veux pas être méprisant vers les artistes, bien au contraire, parce que je trouve qu'ils sont à part et c'est ce qui en fait la beauté et c'est ce qui ils font toute la créativité qu'ils ont. Mais du coup, c'est comme s'ils étaient pas dans le même monde. Donc en fait, ils sont pas du tout dans le côté on va informer les clients, euh, on n'est pas là-dedans comme le ferait un médecin. Parce que le médecin c'est un scientifique et le professionnel de santé c'est un scientifique. Donc l'idée, c'est donc il y a jamais eu en fait il y a pourtant un syndicat national des artistes tatoueurs. Il y a des choses qui ont été créées, mais aujourd'hui si on veut se renseigner sur quels sont les risques du tatouage, on va sur Google et là on tombe sur soit des pros lobby tatouage qui vont dire ah, zéro problème, soit sur quelques lanceurs d'alerte qui disent non non il y a un problème mais ça manque un peu de source, ça manque un peu de travail, soit pour des gens qui créent du contenu pour du SEO pour vendre des choses. Donc en fait on n'a pas de base de connaissances solides et donc l'idée, effectivement, ce serait à la fois de faire le lien entre les artistes tatoueurs pour leur apporter l'information type newsletter, tu vois, à partir du moment où ils achètent la licence, ils reçoivent les informations essentielles à la bonne pratique de leur métier. On les informe sur effectivement les différentes réglementations, parce que ça, ils ont horreur de s'informer là-dessus, mais pourtant ils craignent le contrôle quand même. Donc, et après, il y a également les clients qui, eux, je pense, de manière contextuelle, ont besoin d'être informés sur certains risques. Par exemple, quand on fait un tatouage, c'est extrêmement risqué de se tatouer l'intégralité du corps. Pourquoi? Parce que si un jour on doit passer scanner IRM, ça peut faire très mal. Pourquoi? Parce que il y a en fait des infimes quantités de plomb qui sont dans l'encre pour fixer. En fait, ça permet de fixer l'encre. Donc des métaux lourds en fait dans les encres à petite quantité mais il y en a quand même et scanner alors je sais plus si c'est scanner IRM ou les deux mais en fait ça fait réagir, c'est pour ça qu'on enlève les bijoux etc. C'est que ça fait réagir les métaux et donc quand on fait un scanner ou IRM ou les deux et qu'on est tatoué ça peut chauffer. Donc quand on en a un petit ça va, quand on commence à en avoir pas mal l'expérience du scanner de l'IRM peut être extrêmement douloureuse parce que ça peut même aller jusqu'à s'infecter, nécroser, etc. Mais dans le meilleur des cas, ça chauffe. Et quand il y a tout le corps qui chauffe, c'est pas drôle. C'est pareil pour les prises de sang. Il faut surtout pas faire une prise de sang en piquant là où il y a de l'encre parce que sinon on va aspirer de l'encre en fait. Et ça contamine totalement voilà. Enfin donc tous ces petits sujets-là, c'est pareil. Il y a plein de sujets par rapport au cancer, par rapport au soleil, par rapport aux différents types de peau également, les grains de beauté, les taches de rousseur, et tout ça, c'est assez méconnu, mais, enfin, j'ai appris, justement, en interrogeant les médecins notamment, j'ai appris que eux avaient de la littérature scientifique extrêmement précise et poussée à ce sujet, mais ils en font rien. Ils en font rien déjà parce que donc les médecins en fait ils partagent des bases de connaissances, ils ont de la littérature scientifique à foison parce que voilà c'est ancré maintenant et puis c'est comme ça que les médecins évoluent. Sauf que justement quand je leur ai dit mais là vous avez une mine d'or, c'est hyper important, et ils nous ont dit mais en fait par rapport c'est pas notre combat, ils nous ont dit par rapport aux dégâts du sucre ou du tabac ou de l'alcool. Bah, nous, le tatouage, ça vient tout à la fin, on s'en fiche. Donc eux, en fait, ils savent qu'ils ont énormément de littérature. Quand ils ont des questions à ce sujet, ils savent répondre. Mais ils savent répondre plus ou moins parce que généralement c'est pas la littérature qui les intéresse. Mais du coup, ce qu'on sait, c'est qu'il y a cette base de connaissances et elle n'est pas exploitée. Et je pense, alors elle est très scientifique, mais s'il y avait une manière de vulgariser ça, de récupérer cette littérature, de la vulgariser et de la mettre à dispo justement des clients, je pense que ça serait pertinent pour connaître en fait tous les risques parce que maintenant on a du recul et on a des gens qui se posent des questions ou alors qui se posent pas et qui devraient et on a des réponses. Mais aujourd'hui on n'a pas fait le lien entre les deux. Dans ton CRM, là, ce que tu pourrais faire éventuellement, peut-être que tu y as pensé, mais c'est trouver deux, trois médecins qui sont éventuellement tatoués ou tatoueurs, euh, qui sont vraiment, pour le coup, qui ont lu la littérature. Alors il doit bien y en avoir un ou deux en France quand même, qui sont très pointus. Et tu pourrais offrir une visio avec eux en tant que client par le biais de ton CRM pour répondre à toutes les questions avant d'aller te faire tatouer. Parce que les tatoueurs, c'est pas leur boulot. Enfin, Non. j'imagine qu'ils ont un devoir quand même de s'informer, etc. Mais rien ne vaudra l'opinion, à mon avis, d'un médecin pour des questions très spécifiques. Bah voilà, j'ai des grains de beauté, comment est-ce que je peux me faire tatouer ici, etc.
Et est-ce que tu penses que tu inclurais également des médecins qui seraient qui seraient partants pour répondre à des questions très spécifiques sur le tatouage? C'est une très bonne remarque. En fait, si je reparle de la core feature en fait de CRM, si je parle d'un seul cas d'usage, s'il y en a qu'un seul à retenir, c'est celui-ci. C'est un client qui se dit, OK, je veux me faire tatouer par cet artiste tatoueur. J'arrive sur son espace pour prendre rendez-vous, app mobile, site web, peu importe. De là, en fait, on a des créneaux, donc on est sur de la prise de rendez-vous comme Planity. On a bien entendu une première phase de qualification pour savoir si je suis mineur, majeur, machin, etc. Tout ça, c'est automatisé. Et de là, en fait, ça crée un premier contact avec le tatoueur qui est automatisé. À partir de ce moment-là, dès lors où le rendez-vous il est booké, parce qu'il y a eu un acompte, machin, etc., bah, le client reçoit un questionnaire, le fameux questionnaire médical dont je parlais tout à l'heure, en automatique, 10 jours avant, X jours avant. Il répond. Il est rassuré parce qu'on lui dit que le tatoueur n'a pas accès aux réponses. Parce que dans les questions, pour le coup, pour le tatouage, c'est encore plus que pour un pré-IMO, hein. Pour un pré-IMO, il y a 5 questions. Là, on est plutôt sur 10-15 questions avec des questions assez confidentielles, voire très confidentielles, sur le passé médical, mais également sur la situation actuelle. Et donc, l'utilisateur doit jouer le jeu l'utilisateur, pardon, le client doit jouer le jeu et doit répondre à ce questionnaire. Et à partir du moment où il y a une réponse, enfin en fonction des réponses données, le tatoueur il n'a pas les réponses, mais par contre il a une alerte comme quoi, un peu comme je disais tout à l'heure, il a une alerte comme quoi, bah là il faut peut-être avis médical, programmer une visio avec le médecin, exactement comme tu dis. Et justement dans les interviews que j'ai réalisées avec certains médecins, il y en a une qui a été, il y en a une qui a été extrêmement intéressante. C'est avec un mec, il est au service oncologie, donc tout ce qui est cancer, et c'est également un investisseur dans la tech. Et il m'expliquait par exemple qu'il a fait développer son propre CRM parce qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a eu les CRM un peu génériques et maintenant pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, ils font faire leur propre CRM parfaitement adapté à leurs besoins. Donc c'était hyper pertinent de discuter avec lui et il m'expliquait donc tout ce qui est cancer, c'est cancer de la peau, etc. Il y a un sujet avec le tatouage et moi ce que j'avais ignoré justement c'est pour tout ce qui est mince, comment on appelle ça? Euh, Pas chimio, putain, j'y connais vraiment rien. Il y a la chimio et il y a la radiothérapie, je crois. Oui, ouais, je crois que c'est ça. En fait, pour que les rayonnements soient tout le temps au même endroit, eh ben, ils font des petits tatouages aux patients en guise de repère. Et l'objectif de le faire en tatouage, c'est qu'au moins c'est indélébile. Donc mais c'est des tout petits points, hein. Ils font des petits tatouages à des endroits précis pour que la personne soit positionnée toujours de la même manière et que les rayonnements soient toujours au même endroit et que ça soit efficace. Et donc, c'était hyper intéressant parce que justement, il expliquait qu'il y a des gens qui ont peur de se faire tatouer un tout petit point et que lui, il faisait beaucoup de travail comme ça, de rassurance ou d'explication. Justement, lui faisait partie des gens qui avaient lu la littérature sur le tatouage. Et en plus, il est investisseur dans la tech, enfin dans tout ce qui est numérique. Il est médecin. Donc, alors après, il y a toujours le problème avec les médecins bah, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire on n'a pas le temps de faire la prévention parce qu'on est trop focus sur guérison en fait. Et là, il y a un gros sujet en Occident, c'est qu'on est guérison, on n'est pas prévention. Dans tout ce qui est santé, dans tout ce qui est médical, on n'est pas vraiment dans la prévention. Donc là, il faudrait changer les manières de penser. Donc, je ne sais pas si ce que tu as décrit, c'est réalisable, à vrai dire, mais ce serait excellent. Le premier truc auquel on a pensé, c'est vraiment, bah, on a les coordonnées du médecin, de la personne qui a rempli le questionnaire médical, et à minima, bah, il y a un petit appel qui se fait, je sais pas encore entre qui, mais il y a un petit appel qui est fait avec le médecin traitant et on lui demande avis médical pour ce projet-là. Très bien. Donc, parce que le médecin traitant est impliqué pour ses patients, donc il est voilà, plus enclin à dire je vais donner un peu de temps si on me pose la question. Et surtout, on ne demande pas à un médecin de faire pour tout le monde. Mais c'est une superbe réflexion que tu fais là. Écoute, très très intéressant et je suis pressé de voir comment tu vas t'y prendre. Donc, dès que tu des nouveautés sur cette idée, tiens-nous au courant et on Avec suivra plaisir. l'aventure. Tu as déjà un nom sur lequel on peut suivre un peu le développement du projet ou pour l'instant c'est vraiment... Le projet, il a un nom, mais on a aucun support de com. Il s'appelle D'accord. Epida.
D'accord. HEPIDA. On a juste fait un pseudo logo histoire de remplir des dossiers, mais en Mhm. soi, on n'a pas de site web, on a rien du tout. Là, l'idée, c'était vraiment de valider l'idée Validé. finalement et de créer tout ce qui est plan financier, etc. Euh, mais a priori, le nom, si on lance ce projet, il restera le même parce que il nous convient bien, il est dispo, on l'a déjà déposé en amont, donc ouais, c'est Epida. Super. Bah, on suivra l'aventure. Merci Top. beaucoup. On passe à l'idée suivante. Ouais, alors De quoi tu veux nous parler? ça sera beaucoup plus rapide parce que pour le coup, j'ai beaucoup moins de matière. Mais alors, il y en a une que je trouve géniale. Et ça fait le lien avec l'introduction, enfin que je trouverais génial, et peut-être ça existe déjà. Ça fait le lien avec l'introduction, tu sais, où je te disais, moi j'aime pas ce qui se mesure pas en fait. Je Mhm. pense que j'ai trop besoin. C'est pour ça qu'on a développé toute la compétence data en fait en interne, parce que je peux pas me contenter de faire une action sans la mesurer, sans la traquer, pour bah, soit l'améliorer, soit avoir un retour sur ce qui a été fait. Et et en fait, moi, ce que je trouve encore très manuel, très archaïque, c'est ce que moi j'appelle le tracking IRL, quoi, c'est-à-dire le tracking dans la vraie vie, le Google Analytics de la vraie vie. En gros, ça consiste en quoi? Ça consisterait en des sondes, des sondes voilà de passage de personnes, des sondes de n'importe quoi en fait, de reconnaissance peut-être reconnaissance automatique visuelle, etc. Qui permet en fait de mesurer, de traquer, de mesurer de la donnée, mais dans un contexte réel, pas dans un contexte numérique. Donc par exemple pour un festival, par exemple pour un événement pop-up pour une marque de fringues, par exemple pour je sais pas moi, bah, un magasin quelconque en fait. Aujourd'hui, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais il y a encore des gars, des personnes dans les magasins, à l'entrée des magasins, qui ont un petit, tu sais, une petite montre à gousset là, Ouais, et comme chaque dans fois les qu'il y a un client avions. qui rentre, Ouais. ouais voilà, chaque fois qu'il y a un client qui rentre, ils font clic, clic. Mhm, Et je me mhm. dis comment en 2024 on est obligé d'avoir un petit clic-clic, tu vois, alors qu'il existe énormément de choses avec l'IA, avec de la reconnaissance automatique, avec alors il y a des problèmes de confidentialité de données, etc. Il y a un gros sujet derrière. Mais moi, j'organise un salon, j'organise un événement, n'importe quoi. Je veux trop de la donnée, en fait. Je veux Mhm. trop de la donnée sur comment ça s'est passé, sur quels ont été les déplacements, faire de l'analyse de cohorte, faire. Et euh, je pense à ça aussi parce que donc le lieu où on a notre boîte, en fait, ça fait partie d'un une sorte de cluster en fait des entreprises du numérique. Quand je dis le lieu où on a notre boîte, c'est nos locaux en fait, et là où on a domicilié notre boîte. Ça s'appelle la brasserie du digital. Et en gros, eux, ce qu'ils font, bon, ils ont deux activités principales. Ils ont une activité, c'est vraiment la location d'espace. Donc que ce soit coworking ou que ce soit des bureaux comme nous. Et ils ont une activité, bah, c'est de l'événementiel pour promouvoir en fait l'activité du numérique sur le territoire. Et ils font énormément d'événements. Je sais plus, ils m'ont donné les stats il y a pas très longtemps, mais je vais dire n'importe quoi. Mais admettons, ils font, je sais pas, 20 événements par mois, tu vois. C'est des événements où il peut y avoir 200 personnes, peut y avoir et puis des fois c'est des événements, des micro-événements où il y a 15 personnes parce que c'est une conférence ultra pointue sur tel sujet d'IA, machin, etc. Et aujourd'hui, bah eux ils souffrent quand même de ça, ils souffrent de stats, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses à la main, plus ou moins fiables. Ils ont des taux d'inscription, des taux de participation, mais c'est voilà, quand tu arrives à l'événement, tu dois signer, c'est des méthodes un peu à l'ancienne quoi. Et et je me dis bah avoir un système de sonde, un système un peu plus automatisé pour mesurer tout ce qu'on a besoin de mesurer. C'est pour ça que je dis le Google Analytics de la vraie vie. Bah je trouve que ce serait hyper pertinent. Donc, quel type de data tu aimerais récolter et comment, concrètement, pour un Le, événement là, dans ton espace où tu as ton entreprise et qui fait un événement? Si demain ils font un événement sur, bah, tiens, pour aider les entrepreneurs de la région à lever des fonds, quel type de data aimerais-tu récolter avec ce système de Google Analytics dans la vraie vie? le premier, c'est le taux de participation. C'est l'audience, en fait, c'est le trafic. Donc, le comment, ce serait, bah, le truc tout bête, c'est, bah, là, pour le coup, on l'a déjà dans les magasins.
Moi, j'ai appris d'ailleurs hyper tardivement pourquoi, par exemple, vers les moments de entre midi et deux, les magasins qui restent ouverts, en fait, on a souvent les vendeurs, les vendeuses qui se baissent pour passer en dessous des portiques anti-vol. Et moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent en fait? Et en fait, c'est pour éviter de fausser les stats, parce que dans les portiques anti-vol, il y a en fait des petits capteurs laser qui incrémentent un compteur chaque fois que le capteur est coupé en fait. Et, euh, et du coup, ça fait plus un. Là où, à mon avis, c'est un peu bancal, c'est que l'entrée et la sortie. Je pense que c'est un algorithme qui fait comment dire, du sampling. En fait, ils doivent se dire, bah, s'il y a eu 10 entrées et 20 sorties, j'ai un problème. Mais voilà, je pense que ça manque de fiabilité. Mais du coup, voilà, ça c'est, il y a que les magasins physiques permanents qui peuvent s'équiper de ça parce qu'aujourd'hui, c'est les fabricants des portiques anti-vol qui ont intégré ça. Mais quand on veut un petit système un peu déporté, qu'on branche un peu n'importe où, donc ça peut être des petits trackers qui fonctionnent sur pile, tu vois, par exemple, que tu fous un peu à des endroits stratégiques. Et moi, l'idée, c'est orienté temporaire. C'est pour ça que je parlais des festivals, c'est pour ça que je parlais des événements pop-up, parce que pour moi, c'est les événements temporaires euh, qui n'ont pas aujourd'hui une solution qui leur est adressée. Et ils vont pas s'équiper de portiques, de systèmes lourds en fait. Ils peuvent pas faire ça. Donc déjà les analyses de flux d'entrée et de sortie selon des lieux stratégiques, ça ce serait une donnée hyper intéressante. Ensuite, je pense que je suis hyper intrusif, mais ce qui serait top, ce serait de réussir à capter, comme le système d'AirTag d'Apple en fait, à capter en fait à capter ça, quoi. C'est-à-dire récupérer des données stratégiques des téléphones des gens qui sont là. Bien sûr, anonymiser. Enfin, voilà, l'idée, ça se trouve, elle est totalement bancale, mais ce serait génial en fait à chaque fois qu'une personne se présente à un événement, bah, qu'on puisse puiser certaines données, je sais pas, en NFC, j'ai pas l'idée sur la techno, mais qu'on puisse puiser certaines données qui nous permettent d'avoir ce qu'on peut retrouver dans Google Analytics, c'est-à-dire c'est qui mon audience en fait. Est-ce que c'est plutôt des jeunes de 18-25 ans? Est-ce que c'est plutôt des 50-60 ans? Est-ce que voilà. Euh, donc connaître sa cible, enfin aujourd'hui c'est le nerf de la guerre et on en parlait avec Luc et peut-être qu'on en parlait quand on a fait le, le point là il y a 15 jours ou je sais plus exactement quand. Moi je suis entièrement d'accord avec lui quand il dit on va rentrer dans un mode d'ultra relation parce que tout a tellement été informatisé, robotisé, mécanisé, numérisé ces dernières années et le Covid a mis un taquet là-dessus qu'aujourd'hui l'engagement ne se fait plus grâce à de la com ultra bien léchée sur les réseaux sociaux. L'engagement à une marque, d'un utilisateur à une marque, aujourd'hui, elle se fait parce que la marque sait faire de l'événementiel. Euh, et euh, tu vois, je tiens une newsletter où je parle de ça. Et dans la newsletter, la dernière édition de la newsletter, je mets en avant comment dire, la collaboration entre Cruel Pancake, qui est la marque d'Hugo Philippe, et Lipton. Donc Lipton, la marque des thés glacés, tu vois. Et en fait, ils ont fait plein d'événements, ils ont fait un petit jeu sur Insta, etc. Donc c'était très numérisé, mais ils ont fait un événement à Paris avec un magasin éphémère pour l'occasion et on pouvait manger des beignets glacés. Enfin voilà, il y avait un événement physique en fait. Et la collaboration, elle a fait énormément de bruit, elle a extrêmement été bien accueillie parce qu'il y avait de l'événementiel, du micro-event en fait. Et je pense que le business du micro-event va exploser, est en train déjà d'exploser et va exploser. Et à ce titre, bah les gars, faut qu'ils aient de la data. C'est-à-dire que par rapport à mon point numéro un que je disais, c'est-à-dire là moi demain j'organise un événement pour promouvoir un truc. Si j'ai aucune donnée, je saurais, je pourrais faire des hypothèses sur est-ce que ça a marché parce que j'ai fait l'événement et si j'avais pas fait l'événement, qu'est-ce que ça aurait changé? Tu vois, impossible de savoir. Et comme bah, d'une part les budgets plus que jamais faut les maîtriser et d'autre part les données faut les avoir. Donc pour tous ces événements un peu temporaires, un peu éphémères, bah, réussir à connaître l'audience, à connaître également bah, par exemple les horaires d'affluence, ce genre de choses pour anticiper, pour les salons, les foires, tout ce genre de choses serait hyper intéressant. Il y a tellement de données qu'on peut traquer même sur un festival ou sur, tu vois,
par rapport à l'artiste, qu'est-ce qui a généré un mouvement de foule, là où les gens sont plutôt allés au bar, ça veut dire que peut-être le concert était pas si top que ça, etc. Sur un événement, les salles, le remplissage, etc. Alors c'est vrai que gros problème de suivi et de récolter des données, mais je pense qu'il y a des moyens de contourner ça, entre guillemets, en ayant un espèce de consentement légal où tu dis, bah voilà, vous allez participer à cet événement, vous imprimez, tu sais, on a toujours une espèce de, enfin je sais pas si ça se fait encore, maintenant c'est digital j'imagine, mais un espèce de petit... de petites cartes où on dit bah voilà je m'appelle Ronan, Fabien, telle société, etc. Et là peut-être que dans cette carte on pourrait mettre comme un petit tag, et quand tu passes devant les capteurs dont tu as parlé, ça t'enregistre, et là déjà on s'est quitté puisque tu t'es préinscrit, etc. Et puis on peut voir un peu où tu vas, et peut-être qu'en amont, si tu dis je suis ok, j'ai compris, je donne l'autorisation pour être entre guillemets traqué. Je sais pas, enfin je parle comme ça, je parle dans le vent, hein, genre, j'y connais rien à ce sujet, mais ça aurait du sens, je pense, de pouvoir, de pouvoir vraiment donner toute la donnée. C'est super intéressant, j'y avais jamais pensé. C'est ouais, Et puis, très alors, intéressant. j'avais, quand j'ai eu l'idée, j'avais regardé un peu si ça existait et j'avais rien trouvé de clé en main. C'est-à-dire que on peut acheter des sondes, tu vois, des Arduino, des machins comme ça, créer nos petits capteurs, etc. Mais il n'y a pas de solution go to market, quoi. Il n'y a pas un truc irrésistible où tu te dis, ok, bah je vais payer un abonnement et je choisis mon pack, tu vois, et je reçois mon truc et j'ai éventuellement une offre, j'ai des techniciens qui me l'installent sur place, etc., etc. Ça n'existe pas en fait. Après, peut-être que ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de marché. Tu vois, c'est toujours le même sujet. Ou alors parce que il y a un contexte trop compliqué avec le RGPD. Mais je pense que s'il n'y a pas de marché aujourd'hui, il y en aura peut-être un demain. Parce que encore une fois, la donnée, moi je suis de très près tous les sujets de coût par acquisition dans les actions marketing, parce que nous on a toute cette compétence data en fait et tracking et RGPD, enfin tout ce qui tourne autour de ça. Du coup, on accompagne pas mal de nos clients pour qu'ils continuent d'avoir des rapports précis pour mener des campagnes marketing pertinentes et qui leur coûtent pas trop cher. Mais indéniablement, ça fait 8 ans à peu près que globalement, on n'arrive plus à traquer sur Internet, en tout cas sur les dispositifs numériques, on n'arrive plus à traquer comme avant. Avant 2016, avant qu'il y ait iOS 14 qui nous demande l'autorisation pour suivre les activités, avant le RGPD, avant maintenant le Digital Marketing Act, etc. Avant maintenant la fin des cookies tiers, enfin bon bref, tout ce chaos ambiant, avant on traquait tout ce qu'on voulait. Ouais. Et là, ça fait 8 ans qu'on assiste à un déclin où on traque, où même les grosses boîtes comme Google, comme Microsoft se font mettre au pas et ne peuvent plus traquer ce qu'ils veulent, alors que eux, c'est quand même le nerf de la guerre et ils ont toujours fait en ignorant un peu ce qu'on leur demande de faire. Et ben, même eux, ils sont obligés de s'y plier. Donc, les coûts par acquisition, ils explosent. Donc, va falloir aller faire son acquisition ailleurs. Et alors, je déporte le problème parce que si au final, ce qui se faisait numérique aujourd'hui se fera physique demain, bah, il y aura une sorte d'RGPD physique d'une certaine manière. Mais sachant ce contexte-là, je pense qu'on pourrait construire quelque chose qui apporte les réponses, qui apporte ce dont on a besoin et qui nous donne de la donnée hyper précise sur des events physiques, mais en prenant en compte justement, en anticipant tous ces sujets de soit de proxification, d'anonymisation, en fait, de pseudonymisation, peu importe en fait ce qu'il faut mettre en place, mais on n'a pas besoin de savoir que c'est Fabien Serra qui a fait tel déplacement et que Fabien Serra, il a également acheté tel truc et qu'a priori c'est un homme de 32 ans qui est attiré par tel truc. Là, on est dans, enfin, ça, on en a besoin, mais moi, je parle pas de ça, tu vois. Ça, on en a besoin pour faire des campagnes de retargeting, de remarketing, parce qu'on a besoin de connaître une personne pour lui pousser la pub qu'il veut. Là, moi, je suis plutôt dans l'analyse de cohorte et dans l'analyse de comportement. Et donc, D'accord. on peut tout à fait être anonyme. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que c'est un homme de 32 ans qui aime également le tatouage, qui est allé au salon du tatouage et qui, en allant au salon du tatouage, il a fait ça, ça, ça. Ça pourrait être intéressant. Et pour le coup, ça peut être de manière anonyme, Compris. si on Malin. recoupe pas les données. Ouais, ouais, très malin. Et donc cette boîte, potentiellement, ce business, tu serais pas un fournisseur tech. Tu t'appuierais sur de la tech qui existe, parce que tu as dit que tu as
tu as trouvé quelques trucs, etc. Mais tu serais plus une boîte qui met en œuvre pour un événement. Et tu leur dis, bah voilà, clé en main, on vient installer le truc, on le configure et ensuite on traite la donnée pour vous. Exactement. En fait, notre ADN à nous, c'est encore une fois, c'est la prestat de service. J'ai pas assez réfléchi le truc pour savoir si c'est comme ça qu'il faudrait monter le truc et s'il y a un modèle économique. Mais nous, dans notre ADN, l'idée c'est de trouver les bons KPI, tu vois, et de se dire, ok, bah par rapport à cet event, par rapport à vos objectifs, par rapport aux moyens que vous mettez dedans, il faut qu'on traque ça, ça, ça. Et ben, pour traquer ça, 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 on va mettre telle sonde et on va paramétrer les rapports de telle manière. Et nous, si on créerait cette activité, tu vois, on se placerait ici. Donc, on bosserait avec des fabricants hardware qui nous fournissent le matériel pour faire la récolte de données, la création de données. Mais nous, on serait là pour plutôt la mise en place des rapports et la business intelligence qu'il y a derrière. Super. Et ça, je pense que pour le coup, tu peux faire des belles facturations. Tu vois. Si tu as un produit, enfin un produit, un service solide, ça vaut de l'or en fait. La data que tu peux extraire, que tu peux traiter. Enfin, la data en tant que telle, non, ça vaut que dalle si derrière, tu n'as pas la valeur ajoutée qui est ton agence qui permet d'exploiter cette donnée et d'en faire quelque chose de vraiment concret pour la boîte et de prendre des meilleures décisions, d'orienter leur marketing, d'orienter leur stratégie. Donc, je pense que là, tu peux faire ouais, tu peux faire une belle offre. Surtout que la cible en fait de ceux qui seraient intéressés de ça, tu vois, je parlais de la brasserie digitale tout à l'heure, je pense que ce serait pas la bonne cible parce que un événement de 200 personnes finalement, ça se gère à la main. C'est peut-être une perte de temps, etc., mais ça se gère. Euh, Moi, là, ce que j'ai en tête, à mon avis, ceux qui en ont le plus besoin, c'est les festivals où ils attendent 30 000 personnes. Donc c'est des millions d'euros qu'il y a derrière. Euh, alors, ça peut être également, mais encore une fois, je pense que c'est le temporaire et l'éphémère qui compte. Ça peut être les campings, ce genre de choses, parce que eux, c'est intéressant qu'ils aient de la data pour optimiser. Mais je pense que là, pour le coup, sur du définitif, il existe plein de solutions de tracking, d'analyse, comment dire, d'affluence, etc. Mais sur de l'éphémère, ouais, il y a tout ce qui est salon et foire. Le gros sujet, toujours, c'est la donnée. Et en fait, aujourd'hui, ils se débrouillent avec des pseudo-enquêtes de satisfaction, enfin des trucs auxquels personne répond, ou alors on répond pour s'en débarrasser parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on nous promet 10% machin, une bière gratuite. Donc là, en fait, on dit ouais ouais, c'était top, hop, allez, donne-moi mon cadeau, tu vois. Euh, mais euh, mais c'est pas fiable du tout. La donnée, elle est pas là. Et quand on voit euh, les budgets pour organiser une foire ou un salon, quand on voit ce que ça coûte, quand on voit aussi ce que ça peut coûter en cas d'échec, il y a un vrai sujet en fait là, où va y avoir un vrai sujet. Et effectivement, c'est plutôt du high ticket en termes de facture parce que les mecs quand ils mettent 10 millions dans un salon, en fait, ils sont peut-être plus à 100 000 près, tu vois. Super intéressant. Très, très intéressant. J'aime l'idée parce que ça mixe, entre guillemets, donc IRL, in real life, dans la vraie vie, avec de la techno, de la data, tout ce qu'on aime, quoi. Ah, Ce moi, qu'on aime, donc, ça, c'est ce que j'adore. ok. Troisième idée? La troisième idée, c'est presque la plus récente, donc c'est presque celle que j'ai pas bossé du tout et ça va peut-être s'arrêter très tôt, mais en fait, avec l'essor et en fait, je trouve à la fois que ça peut être une bonne idée business, mais c'est pas une bonne idée dans le sens où c'est pas le monde dans lequel je veux vivre, tu vois. Donc je suis D'accord. assez partagé avec ce genre d'idée. En gros, on est dans la silver economy, donc tout ce qui est les seniors. Aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental dans lequel je vis, les seniors dans notre culture, au fur et à mesure, ils sont un peu laissés de côté. Le monde est plus adapté pour eux et il y a un ennui profond en fait. Généralement, ils souffrent énormément, qu'ils soient dépendants ou indépendants. À un moment donné, il y a toute cette population-là qui souffre de solitude. Et mine de rien, la technologie, les progrès technologiques ont, c'est pour ça que je suis partagé. Ils ont à la fois réussi à reconnecter le monde. Je sais plus je sais plus le slogan de quelle boîte. Ça devait être Nokia, Connecting People. Je sais plus exactement, mais voilà. Quand on pense tech, quand on pense communication, Internet, pardon, quand on pense Internet, on a reconnecté le monde et c'est fabuleux. Mais à l'inverse, on n'a jamais été autant
seul. Parce que parce qu'on est de plus en fait vu qu'on peut communiquer instantanément avec n'importe qui, bah on a tendance à moins à trop utiliser peut-être le téléphone et à moins se voir par exemple. Donc c'est pour ça que je suis partagé, c'est que bah, pour régler la solitude, pour régler la déconnexion, bah il y a rien de mieux que la connexion, que la reconnexion et donc Internet, etc. Parce que mine de rien c'est une souffrance aussi pour les proches. Enfin, ils ont leur vie aussi, les proches des seniors, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, que ce soit les enfants, les petits-enfants, ils peuvent pas tous les jours passer 4 heures avec le grand-père, la grand-mère, qui s'ennuient. C'est pas possible. Euh, donc, l'idée, en fait, ce serait de créer une sorte d'assistant personnel, mais pas un Google Home, quoi, pas un Alexa, un truc vraiment adapté à eux. Donc, il y a un peu d'hardware, forcément, qui permet à la fois d'accompagner au quotidien ces seniors, mais également de les reconnecter d'une certaine manière à leurs proches. Si je vais loin dans le futur, parce qu'on parle de plus en plus d'IA d'IA jumeau numérique en fait, c'est-à-dire une IA qui aura tellement appris de nous qu'elle sera en mesure d'aller aux réunions à notre place, qu'elle sera en mesure de prendre des décisions à notre place, de répondre comme on aurait pu répondre, de répondre à nos mails, machin, etc. Ça, je sais pas si un jour ça va arriver jusque-là, mais je pense qu'il y a énormément de recherches qui vont vers ça parce que moi c'est vrai que si j'ai une IA qui me ressemble, qui a tout appris de moi et qui va en réunion à ma place, ouais, je l'achète. Je l'achète parce qu'on fait trop de réunions. C'est sûr. Je parle pas des moments comme aujourd'hui où on discute et où ça c'est chouette, mais la réunion où il faut qu'on analyse un problème puis qu'on prenne des décisions pour c'est quelque Ouais, chose ou qui est les réunions extrêmement comptables, chronophage. l'administratif, tout Ouais. ça, quoi. Ah, c'est clair. Donc si un jour il y a une IA qui fait ça pour moi, même si elle coûte cher, je le fais parce que ça sera Mm. un gain de temps tellement énorme et un gain de charge mentale tellement énorme, ça sera game changer total. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer de ça et de potentiellement créer les avatars d'une famille, par exemple, des enfants, des petits-enfants. Et quand le senior, la personne âgée s'ennuie, a besoin de discuter là, il est midi 15, j'ai besoin parce que j'ai une petite crise d'angoisse, machin, j'ai envie de parler à ma fille, ben en fait, je vais parler à l'IA de ma fille, mais qui Mm. ressemble trait pour trait à les mêmes expressions, tu vois. C'est Black Mirror ce que je raconte, ça fait flipper, tu vois, c'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Mais d'un côté, euh, peut-être que si c'est cadré, ça peut être extrêmement intéressant parce que l'idée c'est pas de se faire remplacer totalement par son IA, mais que notre IA nous prenne le relais, tu vois, autant que possible. Et peut-être qu'en fait, alors ça mériterait des études sociales, ça mériterait parce que là on est vraiment dans qu'est-ce que ça ferait à l'Alzheimer, tu vois, qu'est-ce que ça ferait parce que pour le coup euh, il y a eu des études qui montrent que moins le cerveau il est sollicité, moins il est entraîné, plus il dépérit. Bien sûr, bien sûr. Et si au final il y a un débat politique entre la personne âgée et son enfant, parce que c'est l'habitude qu'ils avaient et qu'ils peuvent faire un débat politique sur l'actualité tous les jours pendant 1 heure, mais du coup l'enfant c'est l'IA, tu vois, potentiellement ça peut stimuler la personne âgée, euh, peut-être réveiller des émotions, libérer des hormones, des machins, et donc peut-être que ça peut améliorer, peut-être que c'est pas une si mauvaise idée, tu vois, c'est Mm. un peu l'idée que je trouve, et, euh, et l'IA, elle serait suffisamment, enfin l'assistant, pardon, parce que c'est une assistant boostée à l'IA, c'est pas juste une IA, l'assistant, lui, ce serait là où on peut rebasculer dans un mode un peu plus éthique, c'est saurait détecter de la détresse, et saurait à quel moment il faut le reconnecter aux vraies personnes. Ah, d'accord. C'est là où tu Tu as vois, toute la touche vraiment ouais, personnelle et ok, smart. Ouais, ouais, très Je intéressant. pense qu'il faut peut-être faudrait le créer comme ça, c'est-à-dire que si Mm. l'assistant dit OK, là je perçois que tu as juste besoin de parler 1/4 d'heure puisque ça va te remonter le moral, pop, je fais popper l'avatar de ta fille, ta petite fille, ton petit-fils, machin. Ça crée une petite discussion, ça marche, etc. Par contre, à un moment, si l'assistant se dit OK, là il faut la vraie personne, là il faut que j'organise un rendez-vous, là il faut et peut-être que cet assistant pourrait être une sorte de médiateur même et facilitateur Ouais, pour bien sûr. que les gens se voient plus en physique et Mm. ainsi de suite. Tu vois, ce serait pour moi ce serait la clé parce que si c'est juste un avatar, bon, là on est perdu. Là, les gens ils vont dire ok j'achète l'avatar puis je vais plus jamais voir mon parent, tu vois, hop je le laisse Ouais, faire. non, c'est pas ça l'idée, hein. Pour bien clarifier, d'après ce Ouais, que j'ai compris, c'est vraiment pas de se dire, ah, mes grands-parents ils sont relous, allez, je vais leur foutre une IA, comme ça j'ai plus jamais à leur parler. voilà. Non, non, c'est vraiment, tu crées de la stimulation
avec une IA, mais dès qu'il y a des signaux forts de détresse, de déprime, de vraiment besoin de connexion réelle, là, tu as le relais qui se fait dans la vraie vie avec les personnes de la famille. Ouais, ce serait intelligemment reconnecter les gens. Et comme on sait que bah, on est tous pris dans nos vies, etc., comme on sait qu'on peut pas reconnecter les gens autant que les personnes âgées auraient besoin, parce que moi j'essaie de me mettre dans leur tête, quand je parle de, voilà, je parle des gens qui ont 80 ans et plus, j'essaye de me mettre dans leur tête, je pense que eux ont subi ce que aucune autre génération n'a subi auparavant, c'est que le monde a évolué tellement vite. Alors autant nous, notre génération, on a grandi avec un monde qui évolue très vite. Donc je pense qu'on a développé des capacités d'adaptation que eux n'ont pas pu développer parce que quand ils sont nés dans les années 30-40, ben, globalement, pendant 30 ans, le monde alors il y a eu des gros bouleversements, des guerres, etc. Mais il y avait pas une innovation par jour et une manière de repenser ses modèles mentaux et sa manière de consommer, sa manière de vivre toutes les semaines. Nous, c'est un peu ça aujourd'hui. Et je me dis là, depuis les années 2000, à peu près 90-2000, tout s'est accéléré. Et eux, ils peuvent pas suivre. Et je pense qu'ils n'ont pas les capacités cognitives, je pense. Je suis pas un expert en neurosciences, mais je pense qu'ils n'ont pas les capacités cognitives pour s'adapter au monde. En plus de ça, bah, quand on devient un peu plus vieux, bah, les capacités cognitives, elles baissent. Donc je pense que eux vivent dans un monde qu'ils ne comprennent plus, et ça doit être profondément anxiogène et angoissant, je pense. Et ça, on peut rien y faire si ce n'est peut-être bah, utiliser la technologie d'aujourd'hui pour les rassurer à des moments clés, mais sans remplacer ce dont on a besoin, c'est-à-dire se voir physiquement, quoi. J'adore l'idée. Et Fabien, petite question personnelle. Est-ce que tu es fan de science-fiction ou de science-fiction? En fait, je dirais pas que je suis fan de science-fiction, mais je suis fan à la fois de tout ce qui est dystopique, tu vois, tout ce qui est à chaque fois qu'un film nous présente bah, quelle pourrait être une société qui est partie totalement en vrille, ou à l'inverse, dans lequel on a intégré des choses qui de prime abord sont peut-être géniales. Ça par contre j'aime beaucoup, c'est pour ça que je citais Black Mirror. Mhm. Black Mirror c'est à mi-chemin entre la science-fiction et une sorte d'anticipation un peu noire, enfin même totalement noire d'un potentiel futur. Tu vois, moi tous les films type The Last of Us, enfin ouais, voilà, ça j'aime beaucoup. Mais c'est pas de la science-fiction comme Star Wars. Ouais. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que je remarque de plus en plus, en parlant des entrepreneurs, que ceux qui sont fans justement de séries que tu viens de citer, ou même de science-fiction, ou même souvent de mangas, de dessins animés, ils ont un aspect très créatif, tout en ayant une vision du futur et comment la tech peut soit partir dans une très bonne direction, soit une très très mauvaise direction. Et je pense que ta dernière idée là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à cet univers. Et donc je me dis, c'est à la fois très concret, et c'est à la fois, en écoutant ta présentation, je me dis, ce mec vit dans le futur, quoi. Et pourtant, l'IA, bon, maintenant, c'est plus le futur, hein, mais la vision, la façon dont tu l'as présenté, je trouve que c'est pas, ouais, ok, on va mettre un peu d'IA, on va saupoudrer un peu d'IA, et puis c'est bon, c'est parti, on est une start-up, tu vois. C'est vraiment Hmm. une vision plus, même philosophique un peu de la vie. euh, de la vie, de la société, des différentes générations. Et je trouve ça très chouette. Mais je comprends tout à fait aussi un peu le disclaimer que tu as fait au début de dire bon, je suis un peu divisé sur l'idée, etc. Parce qu'effectivement, encore une fois, ça peut être, je pense que ça peut être super parce qu'il y a une grosse épidémie de solitude. J'ai lu que du réseau NBS que tu mentionnais rabâche souvent ça pour nous Hmm. dire les gars, il y a un truc là, il y a un truc. On va dans l'hyper personnalisation, etc. Et en même temps, les gens se sentent très seuls en fait. Les pros, Ouais. les différentes générations. Aux US, tu as des stats, je crois, j'ai plus les stats exactes, mais je crois que les gens, je sais plus, je vais peut-être dire des bêtises, mais 70% des gens qui ont moins de 3 amis, quoi. Ah Euh, oui, je l'ai vu passer, ouais, effectivement, c'est cette peut-être Luc statistique. qui l'avait. Alors, C'est possible. j'ai certainement dit une bêtise. J'essaierai de retrouver la stat et de la mettre en description, mais
Et en fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on connaît de plus en plus de gens, qu'on est de plus en plus connectés, mais ça n'empêche pas que derrière, les gens sont profondément seuls et Ouais. s'ennuient en fait. Donc c'est vrai que tout ce qui peut aider, moi je suis pro techno, tu vois, je pense que la techno va nous sauver. En tout cas en ce moment, je suis dans ce trip-là, tu vois, je suis techno optimiste. Tu te situes comment toi sur ce sujet? T'es plutôt pro techno? Moi, je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu vois également le mauvais côté des choses? Est-ce que ça te fait un peu peur? Assez partagé. Moi, un des films, tu vois, on parlait de science-fiction, un des films qui m'a bouleversé, je pense que c'est là où j'ai eu mes premières questions, effectivement, de dans quelle société je veux vivre, c'est iRobot, avec Will Smith. Ok, Un film qui ouais. date de 2003, je crois, donc je devais avoir 11 ans, tu vois, à l'époque. Et ce film, il est, je trouve, incroyable parce que, alors, il dresse un tableau extrêmement sombre sur la technologie. Pour ceux qui l'ont pas vu, si je le résume en 3 secondes, c'est vraiment un mec passionné de robotique qui crée des robots et et sa boîte elle cartonne et en fait lui sa vision c'est que les robots vont nous débarrasser de toutes les tâches ingrates du quotidien, que ce soit le travail chiant, que ce soit, enfin, on va devenir des humains hyper apaisés et au top du top parce que les robots vont se taper tout le travail de chiens. Et en fait, un jour, ce gars-là, qui est le concepteur, donc il a créé les lois de la robotique, etc. Ce gars-là est mort. Voilà, je vais pas spoiler le film. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais et là, on se pose la question de est-ce que c'est un suicide? Si c'est un suicide, pourquoi? Parce qu'il avait réussi en fait son truc. Est-ce que c'est un meurtre et donc c'est un de ces robots voilà, mais d'après les lois de la robotique, c'est pas possible. Et donc de là, en fait, se crée toute une enquête avec un mec, un flic en l'occurrence, ou un ancien flic, je sais plus, qui lui est anti-robot, mais doit vivre avec la nouvelle société qui a été construite autour de lui, c'est-à-dire entièrement robotisée. Et moi, ce film, il m'a fait extrêmement réfléchir parce que le début du film, je trouve ça incroyable, tout ce que là, on se dit, ouais, c'est la société du futur, c'est le top. Et après, on voit toutes les dérives potentielles et on se dit que quoi qu'on fasse, euh, il y a un moment, ça sera mal exploité. Il y a un moment, ça va partir en vrille. Donc moi, je suis aussi assez passionné d'histoire. Donc, et ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de lire j'essaye de d'anticiper, enfin de comprendre le futur grâce à l'histoire, parce que je trouve qu'en fait c'est une répétition de cycle. Et maintenant, et ce qui reste à faire pour lire le futur, c'est simplement comprendre ce qui peut être calqué du passé et dans le futur, et voir comment, avec ce contexte actuel, ça peut évoluer. Et quand je vois ça, moi j'ai une conclusion qui revient systématiquement, c'est chaque fois qu'il y a une belle chose qui est créée, c'est-à-dire quand je dis une belle chose, c'est quelque chose qui peut profondément améliorer l'humanité et ce qui nous entoure et nos environnements. Ben, à chaque fois, il y a le côté obscur qui est au centuple centuple fois plus dangereux, je sais pas, ça se dit pas, mais 100 000 fois plus dangereux, 100 fois plus dangereux que ce que la beauté de la chose initiale peut apporter en bien, en fait. Donc, moi, je suis pro techno aussi. D'ailleurs, j'évolue dans ce milieu-là. Je suis un peu, je suis très geek sur je suis très geek, etc. Mais par contre, je peux pas m'empêcher de me dire, bah, en fait, le constat, il est édifiant. C'est que chaque fois qu'il y a un truc terrible qui sort, terrible dans le bon sens du terme, bah, il y a le côté terrible aussi dans le mauvais sens du terme qui sort avec. Tu vois, je me rappelle plus, mais exactement d'où ça vient, mais l'invention de l'arme à feu, initialement, c'est grâce à ce qu'on a découvert avec la poudre à canon. Et initialement, la poudre à canon, elle a été créée pour je sais plus quel truc. Je donne une source nulle, mais elle a été créée pour quelque chose de fantastique. Quoi. C'était pour des recherches. Je sais plus exactement ce que c'est, mais c'était pour des recherches cool. Bah, on s'est dit, bah en fait non, on va créer une arme à feu parce que la poudre à canon c'est bien, mais en fait c'est génial ce qu'on peut faire avec. On peut tuer. Pareil pour tout ce qui est recherche sur le nucléaire, qui est l'exemple le plus flagrant, je pense, du 20e siècle, c'est que le nucléaire, moi je suis fasciné par le nucléaire, clairement. Sur le côté énergie, sur le côté, je trouve que c'est peut-être la plus grande invention, enfin comment dire, maîtriser le nucléaire, c'est ce qu'a fait l'humanité de mieux sûrement. Mais voir ce qu'on en fait, je me dis c'est ce qu'on fait de pire. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose d'incroyable, on a l'extrême opposé qui vient, c'est inévitable. Donc bah là encore, je suis très partagé. J'arrive pas à dire, ouais, moi je pense que la techno va nous sauver. Je pense que la techno va
autant nous sauver que nous tuer, que nous détruire en fait, et détruire tout l'environnement qu'on a autour de nous. Et et il y a une autre série que je recommanderais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est The 100, les 100 en français. Alors au début ça part un peu teenage, mais à la fin justement c'est bah, très une critique du monde qui est enfin, dans lequel on peut faire toutes les interprétations qu'on veut. Je crois que ça s'étale sur 5, 6, 7 saisons, donc il y a de quoi faire. Et en fait, on traite un peu tous les sujets de la technologie, que ce soit les drones tueurs, donc les armes automatiques qui prennent des décisions toutes seules, que ce soit le nucléaire, que ce soit... Et la moralité de cette série, c'est que chaque fois qu'il y a un truc incroyable, il y a l'extrême opposé qui arrive, qui débarque et qui est mal utilisé. Donc j'ai pas trop répondu, mais j'arrive pas à Si, répondre à cette si, question. t'as répondu justement en disant que ouais, ça faisait encore débat chez toi. T'as pas Ouais. réussi à te positionner. Super intéressant. On passe aux questions de fin? Ouais. Ok. Alors, tu n'as pas eu les questions, peut-être que tu les avais entendues dans les autres podcasts, parce que bien évidemment, tu as écouté tous les podcasts jusqu'à la fin, jusqu'à présent, plusieurs fois. Les 2h20 avec Mehdi. Voilà, les 2h20 avec Mehdi, mais il y a une suite, hein. Il y a une suite qui arrive. Ok. Première question, le business le plus dingue ou étrange que tu as découvert récemment? Euh, Clairement, le business de Mehdi avec ses lavages de vitres, ça m'a mindfucké. Je pense que ça nous a tous. Je me suis dit, Euh, le gars, il met 40 € dans une pub et il signe 10 000 € de contrat de lavage de vitres. Mais non, celui-là, il m'a surpris, il m'a étonné. J'ai trouvé ça fantastique parce que c'est tout ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ce que tu as dit également. Je te rejoins là-dessus. Maintenant, je crois que ce qui m'a vraiment effrayé là, ça date d'hier. C'est vraiment tout récent. C'est une stat de Luc qui parle de sociétés qui font des cartes bancaires ou de l'éducation financière. Je sais plus pour les enfants de 6 ans. ouais. Euh, et j'ai trouvé ça fou. Donc pour moi, ce qui me choque le plus, enfin ce qui me m'explose le plus, c'est les enfants qui font du business. Ouais. Peu importe le business, mais les enfants qui font du business, c'est quelque chose, j'arrive pas à m'en remettre et j'arrive pas là encore à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais justement, la stat qui disait hier, c'est je crois que 78% des moins de 15 ans ont déjà fait de l'argent grâce à Internet. J'ai vu les stats, j'étais aussi. J'ai- Effaré. je me suis dit, allez, il s'est trompé, c'est pas possible. Ouais, Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant et je te rejoins. On mettra, là, on parle de Luc, donc NBS, qui a un podcast, qui a une newsletter, qu'il envoie 4 ou 5 news par jour sur l'actualité du business. C'est condensé, c'est très bien. Il envoie des stats comme ça qui te font pas mal gamberger. ouais. Mais ça te surprend dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Cette stade Ouais. En tant les- que, en tant qu'entrepreneur, dans le bon sens, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est génial. Euh, je trouve ça incroyable. Et la génération alpha, là, donc ceux qui sont nés à partir de 2010, euh, ouais, je pense ça va être des cyborgs, les types. Ou alors, ils vont péter un câble et ils vont tous finir en dépression à 18 ans. Je sais pas. Mais en tout cas, là, pour le moment, j'accueille ça avec énormément de bienveillance et tu vois, je le vois d'un bon œil, ce truc-là. Parce que je me dis, quand je vois tout ce que l'entrepreneuriat nous apporte, à titre personnel, je me dis, enfin, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est incroyablement bien. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est, bah, ça nous apporte des belles choses quand on est adulte, quand on a un cerveau terminé. Est-ce que chez un enfant de 8 ans qui fait du business sur TikTok, ça va pas le détruire? Ça, faudrait parler avec des neuroscientifiques spécialistes en enfants ou des psychologues. Mais pour le moment, à chaud comme ça, je trouve ça exceptionnellement bien. Ce qui me fait un peu vriller là en ce moment, c'est que déjà je suis très admiratif. Alors j'ai 42 ans hein, pour le disclaimer, mais quand je vois des gens de 20 ou même 25 ans, bah encore on cite Luc, hein, qui ont déjà Ouais, fait des business dans tous les sens, touché différentes industries et tout. Enfin moi 20, 25 ans, pareil, j'étais déjà un peu entrepreneur, mais j'étais à un 10, mais même pas quoi. Enfin j'étais à 1% de ce qu'ils font. Aujourd'hui on voit des mecs de 25 ans, mais
ils ont la dalle, quoi. Ils y Ouais. vont, ils ont pas peur, ils explorent, ils essayent, ils sont ambitieux mais pas ambitieux dans le sens je vais bouffer les autres ils ont vraiment une maturité de business incroyable, quoi. Alors encore une fois, hein, t'as le pire et t'as le meilleur, mais je trouve quand même que on tend vers le meilleur et je suis à fond derrière toi quand tu dis que l'entrepreneuriat peut amener beaucoup de choses. Après, l'entrepreneuriat pour les enfants, ouais, c'est première réaction, hein, c'est oh là là, attention quand même, parce que pourquoi tu te lances en tant qu'entrepreneur, encore une fois, est-ce que tu as les bonnes raisons? Et quand tu as 8 ans, est-ce que c'est parce que tu veux apprendre des choses, tu veux découvrir, tu veux explorer, tu veux tester? Ça, c'est magnifique, parce que c'est comme quand tu as un nouveau hobby, tu joues au foot, c'est parce que tu as envie de comprendre, tu as envie d'essayer, d'être le meilleur, etc. Ça, c'est cool. Par contre, si c'est parce que mon pote de 8 ans, il a déjà fait 10 000 balles et je veux en faire 11 000, là, c'est un peu toxique, tu vois. Je suis d'accord. Mais Ouais, intéressant. c'est exactement le sujet, les raisons qui te poussent à faire ça, c'est ce qui change la donne en fait sur ce que ça va t'apporter finalement. Et si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça peut te détruire. Parce que c'est à double tranchant l'entrepreneuriat. Donc soit ça te, mais oui, oui, mais je te rejoins à 100% sur effectivement ouais des jeunes qui ont entre 20 et ouais 25 ans. Moi ça me surprend parce que moi, je me dis, mais il m'a fallu, parce que j'ai été, je sais pas, 10 ans salarié à différents postes j'avais l'impression en tout cas que j'avais réussi à avoir une certaine lucidité, clairvoyance, et que ça me permet, ça allait m'aider en fait dans mon parcours entrepreneuriat. Et en fait, oui et non. Déjà, j'ai ces contre-exemples où les mecs, ils sortent de l'école, puis et ils ont la mentalité qu'il faut, et ils ont, tu sais pas où ils ont appris ça d'ailleurs, et cette maturité qui va bien, etc. Et d'un côté, il y a aussi le fait de, bah, quand tu deviens entrepreneur et que tu étais avant de salarié, enfin voilà, avec plus ou moins de responsabilités, il y a quand même toute une phase où tu dois déconstruire pour reconstruire, parce que ta manière d'évoluer et de penser, elle est différente. Et ça, mine de rien, ça peut être un frein. Moi, ça a été pas mal un frein. Il a fallu que je passe pas mal de temps à déconstruire ce que je croyais être vrai pour me reprogrammer en fait. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai rejoint le réseau NBS et que j'ai accepté avec grand plaisir le podcast que tu proposes là. C'est parce que pour moi, il faut balayer tout ce qu'on croit savoir et Ouais. discuter avec les gens et échanger et ça, moi, j'ai mis du temps à le comprendre là où ouais, il y a des gars de 22 ans, ils l'ont déjà compris. Écoute, si cher auditeur, tu as 8 ans et que tu as déjà un MRR de 10 000 euros enfin un MRR de 10 000 euros, tu es le bienvenu sur le podcast. Je sais pas trop au niveau. Après, sur YouTube, tu sais, il va falloir que je dise oui, cette vidéo est faite pour les Ouais, enfants. Non, mais la blague, en fait, l'autre fois, je me disais quel genre d'invité j'aimerais avoir. Mais vraiment, tu vois, je suis parti dans euh, l'idée les plus folles, quoi. Et ouais, j'ai noté justement d'interviewer des enfants, donc 8-10 ans, sous couvert d'anonymat, bien sûr, il faudrait ouais, l'autorisation des parents, mais tu sais, ça pourrait être super fun de discuter avec un enfant, mais pas en mode business, en mode, tiens, raconte-moi, c'est quoi les tendances en ce moment dans la cour d'école, de quoi les gosses, ils sont fans, qu'est-ce qui est ringard, comment tu vois le monde, etc., tu vois. Parce que tu apprends tellement en parlant aux enfants, et c'est tellement génial, parce qu'ils n'ont pas de filtre, en fait. ouais, Tu vois, ils ont pas de ouais, je suis filtre. d'accord. J'ai un neveu, il a 9 ans. Quand tu lui parles, il est, tu sais, c'est pur, c'est sans filtre. Et moi, j'adore, tu vois, discuter avec lui parce que tu te rends compte que toi, tu as ta vision, tu as ton formatage, Ouais. tu as ton conditionnement. Lui, il l'a pas encore. Il est en train de construire tout ça, tu vois. Et Ah, il est nos c'est- limites. ouais, Il est nos exactement. limites et des fois il est très pertinent. Ouais, ouais, ah, putain, ce serait excellent Ouais, de faire ça, de trouver cette source. excellent. Bah écoute, je vais voir. Mais après, c'est vrai que niveau les parents, je pense qu'ils seraient pas Ouais. très chauds, tu vois, de mettre leur enfant devant une caméra. Donc, faudrait, je sais pas, un système de, peut-être juste un Podcast audio audio. ou ouais, Hmm. ouais, carrément, Podcast carrément. audio, c'est déjà voilà, s'il y a pas d'infos le concernant, Ouais, bien sûr. c'est l'interview anonyme, ce serait excellent. Ok. Sa vision du monde. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est sa vision du monde. Parce que, alors,
pour revenir sur le sujet des entrepreneurs, des kidpreneurs, ou je sais plus comment on les appelle, moi je trouve que la génération à partir de la Z, je crois, donc ceux qui sont nés dans les années 2000, moi ils me fascinent et j'ai beaucoup d'espoir en eux. Tu vois, je pense il y a beaucoup de générations auparavant qui devaient se dire, ah, la génération d'après, ils sont pourris. Hmm. Moi, c'est tout l'inverse avec la génération d'après. Je trouve qu'ils sont exceptionnels parce qu'ils se réapproprient le monde. Je trouve que Ouais. c'est la première génération. Nous, la génération Y, alors, du coup, je sais pas si on est de la même, j'ai du mal à situer les Moi aussi, générations X, je Y, repère. etc. Mais je crois que, bon, on est globalement à peu de choses près dans la même. On est un peu la génération pivot. On est à mi-chemin entre ceux qui ont été parfaitement formatés et qui commencent à reprendre un peu possession du monde, de la vision du monde, des dogmes qu'on nous a imposés, etc. Mais je trouve que la Gen Z et la Gen Alpha, ben, ils sont incroyables parce enfin, plus que jamais, plus que personne, ils se réapproprient le monde. Et ça, je trouve ça fantastique. En sociologie, je sais pas ce que ça peut donner parce que ça se trouve, ça va être un chaos total. Mais en tant qu'individu, je trouve ça exceptionnel et moi, il me fascine et je suis, tu vois, par rapport à tout à l'heure où on se posait la question, est-ce que tu penses que la techno va nous sauver? Bah moi, je pense que c'est les générations futures qui, qui, je trouve, sont inspirantes. Ouais, à fond. 100% d'accord. Le business secret que tu rêves de lancer. Euh, bonne question. Je pense que un truc en lien avec la santé, un truc en lien avec la santé alors pas tant l'immortalité, branche à part, mais la santé, je trouve que c'est un domaine qui est super cool. J'ai pas d'idée précise dans quoi dans la santé, mais je trouve que la santé, c'est pareil. Il y a un côté très obscur et il y a un côté fantastique, presque romantique, magique en fait des choses. Et euh, et je suis partagé parce que d'un côté, j'ai un gros sens de l'entertainment. Tu vois, j'adore le sens le divertissement, j'adore plusieurs fois, je me suis dit, ah, j'aimerais trop lancer un parc d'attractions à thème. Ça n'a rien à voir, mais et ça, c'est vrai que c'est un peu le business qui n'a rien à voir avec ce que je fais, créer du divertissement, je trouve. Moi, j'arrive à rejoindre la santé dans ma tête. Je trouve ça fait un lien parce que pour moi, être heureux, mettre du bonheur dans les gens, en fait, c'est prévenir énormément de maladies et énormément de Bien sûr, maux bien sûr. au final. Donc, peut-être que mon business secret serait un parc d'attractions du bonheur, tu vois, un truc qui fait que, enfin, un parc d'attractions ou en tout cas un lieu euh, à thème. Qui, du coup, aiderait les gens à optimiser leur santé ou à découvrir, peut-être à s'interroger sur la santé en mode un peu holistique, un peu général, un peu... Ah, c'est vrai que j'y ai déjà pensé. Je me suis déjà dit, ce serait trop chouette de créer une sorte de village, de lieu où tu pars un an pour Mhm. tester des modes de vie totalement différents. Excellent. Tu manges différemment, tu dors différemment. Tu vois, on parle souvent sur Internet, ça foisonne ben en fait, on n'est pas censé dormir une seule fois par jour parce que les singes ils font pas ça, les lions ils font pas ça, donc on est censé faire plein de siestes, machin. Et si vous faites ça, vous allez brûler des graisses. Enfin, tu vois, il y a tout et Ouais. n'importe quoi là-dessus. Et pour moi, bah, c'est tout ça, c'est de la théorie. Et il faudrait Mhm. le mettre en pratique, sauf que Faut dans le monde tester. actuel, on peut pas. Et ce qui serait trop chouette, c'est d'avoir un lieu où tu as plein de modes. Ça rejoint un peu l'idée du parc d'attraction et de la santé, et t'as plein de modes, et tu choisis un peu, bah là, je vais tester un mode où je mange que de l'herbe, je dis n'importe quoi, tu vois, et je Mhm. fais 4 siestes par jour. Et en fait, l'objectif, il serait double, c'est-à-dire que d'une part, on pourrait faire des vraies expériences sociales, entre guillemets, pour voir comment les individus évoluent là-dedans, mais également toi, donc ça serait intéressant pour l'évolution de l'espèce humaine, pour les analyses scientifiques, et également à toi, à titre individuel, comment tu te sens quand tu fais ça. Et ça permet de trouver peut-être son rythme. Tu vois, moi, je suis assez passionné par tout ce qui est chronotype, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont pas du matin, des gens, ils sont pas du Ouais. soir. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que trouver son chronotype, c'est une marche vers le bien-être, tu vois. Mhm. Et rien n'est fait dans la société actuelle pour trouver son chronotype. Les horaires de bureau, c'est comme ça. En fait, tout est fait pour que on fonctionne de la même manière. Ouais, Sauf tout le qu'on monde ne fonctionne fonctionne de pas la de la même même manière. manière et effectivement, après c'est vrai que les nouveaux modes de... les nouveaux modes
de gestion de son temps, d'entrepreneuriat, le solopreneur, le multipreneur, le freelance. Je sais plus où je lisais, c'est un Américain qui a un fonds de VC, donc venture capitaliste, et qui disait que il prévoyait que dans 10 ans, en gros, bah, tu seras un peu salarié, mais peut-être que le jeudi, tu seras entrepreneur, peut-être que le samedi, tu auras un side hustle, tu vois, et il n'y aura pas une forme, en fait. Et donc, tu t'adaptes par rapport à toi, bah, finalement, ta vie idéale, etc. Je trouve ça super intéressant. Donc là, dans ce contexte, ça pourrait tout à fait... bah, t'es plutôt du soir, ouais, maintenant, t'as plus d'horaire de bureau, quoi. Tu travailles quand tu veux, etc. Ouais, super intéressant. Ouais, intéressant, ouais. Mm. Ça, ce serait top, ça. Ça, ce serait de pouvoir tester grandeur nature, Ouais, c'est d'autres clair. modes de fonctionnement, d'autres modes de vie. Ce serait génial. Ok. Généralement, je demande l'entrepreneur préféré, mais vu que tu as dit que tu étais féru d'histoire, quel est ton personnage historique préféré? Ah, c'est une très bonne question. Euh, je m'intéresse pas mal à la politique et, euh, et j'avoue avoir un faible pour des types comme De Gaulle ou Chirac, tu vois. Pas tant dans leurs idées politiques, mais dans leur capacité dans leur courage, en fait, Mm. qu'on a totalement perdu aujourd'hui. Ouais. Donc moi, les personnages politiques historiques m'inspirent beaucoup. Parce que justement, ils représentent ce qu'un entrepreneur doit avoir. Enfin, la notion de courage, elle est assez méconnue. Le courage, c'est pas réussir à faire un truc qui a l'air dangereux. Le courage, c'est oser faire quelque chose qui est pas du tout dans notre intérêt Mhm. pour une valeur auquel on croit. Ça, c'est ma définition. C'est peut-être pas la bonne, mais et du coup risquer de tout perdre parce qu'on fait quelque chose qui est pas dans notre intérêt. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des trucs dans leur intérêt et qui appellent ça du courage. Mais si c'est dans ton intérêt, c'est pas du courage. C'est juste que tu es suffisamment téméraire pour arriver jusqu'à quelque chose qui est dans ton intérêt. Et pour le coup, les Chirac, les De Gaulle, ils se sont illustrés. Il y en a plein d'autres. Hein, ils se sont illustrés plusieurs fois en fait avec une véritable notion de courage et cela m'inspire pas mal. Après, d'un point de vue plus geek, il y a mince, j'ai oublié son nom. Euh, le cryptographe. Ah, c'est pas possible de perdre un nom pareil. À la Seconde Guerre mondiale, à qui on attribua en fait notamment, putain, j'ai même perdu le nom du programme Enigma. D'accord. Comment il s'appelle? Attends, je fais une recherche rapide. Euh, c'est pas possible. Je cite tout le temps son nom et ça va pas me revenir au moment où il faut que ça revienne. Euh, bon, c'est pas grave. En fait, c'est un type, mais il est super connu en plus. C'est n'importe quoi. T'inquiète, on mettra en description. Ouais. Ouais. C'est en fait celui qui a justement réussi à déchiffrer Enigma, qui était utilisé notamment lors de la Seconde Guerre mondiale pour par les nazis pour s'envoyer des messages codés. Et en fait, donc c'est un anglais. Et en fait, ses travaux en mathématiques et en algorithmique, qui sont exceptionnels, ont réussi en fait à déjouer cette crypto et à intercepter beaucoup de messages. Et a priori, on pourrait considérer qu'il a réduit la guerre. Il aurait réduit à lui seul, parce qu'en plus il est à contre-courant de tout le monde. Il aurait réduit la guerre de 3 ans à peu près. Justement en faisant ces travaux-là, là où tout le monde disait qu'il partait dans la mauvaise direction, quoi. Mm. Donc je suis hyper triste de pas retrouver son nom, mais voilà, ça c'est le genre de personne ouais qui m'inspire. Top. L'outil ou le service que tu rêverais d'avoir en tant qu'entrepreneur et qui n'existe pas. L'IA qui me remplace en réunion, Ouais, on en a parlé tout à l'heure. clairement, ouais, clairement. T'es anti réunion, t'aimes pas ça? Je trouve que c'est un endroit où en fait, il y a peu de gens qui savent faire des vraies réunions efficaces. Hmm. Parce que j'ai appris avec le temps, moi, j'en ai fait beaucoup, parce que justement en étant directeur technique par exemple, on passe son temps à faire ça, c'est-à-dire que nos journées, c'est que de la réunion pour régler des problèmes, faire avancer les choses. Et j'ai appris que animer une réunion, c'est une vraie compétence. Mhm. Mais
peu de gens s'efforcent, sauf un entrepreneur qui a pas le temps, qui est pressé. Là, il a pas le choix parce qu'il faut qu'il économise son temps. Mais peu de gens développent cette compétence. Donc, c'est pas que je suis anti-réunion parce que c'est nécessaire. Et en plus, je suis pas forcément pour la communication asynchrone, etc. Je trouve ça assez limite. Mais par contre, il y a trop de pertes de valeur, il y a trop de, on invite tout le monde dans le doute Mm. parce que il y a un morceau d'un sujet d'une réunion d'une heure qui peut intéresser quelqu'un. Le gars se coltine toute la réunion. À la fin de la réunion, on sait pas qui doit faire quoi. Moi, ça, c'est la mauvaise réunion, c'est mon angoisse. La réunion efficace, je trouve ça excellent, c'est un excellent outil, mais c'est 1 sur 10 et tout le reste, c'est des réunions de merde et l'IA peut régler ça peut-être. Mm. Ok, intéressant. Un service, un outil ou une personne que tu peux recommander là pour les entrepreneurs qui nous écoutent. J'en aurais plein. Je vais essayer de prendre le plus exubérant, enfin celui qui nous apporte le plus de choses. Euh, J'hésite. Clairement, moi je suis assez fan de tout ce qui est outils d'automatisation. Ok. Et parce que c'est pareil, ça permet d'optimiser les choses. Et nous, on utilise beaucoup N8N. N8N pour les automatisations, c'est assez génial. Et ma deuxième pépite, ce serait OnOff pour tout ce qui est télécom. OnOff, c'est un service qui a été lancé par Ty Chris, le gars qui a sauté de la Tour Eiffel. Mm. Pareil, je trouve ça exceptionnel. Le mec fait du roller et puis il se lance dans les télécoms. Et OnOff, c'est un système où tu payes, je sais plus, 2-3 balles par mois et tu as une sorte de SIM virtuelle sur ton téléphone, compatible sur tous les téléphones. Et donc, tu peux débloquer autant de numéros que tu veux. Et en fait, moi, par exemple, mon numéro pro, c'est un numéro on-off que j'ai sur mon téléphone perso. Et en fait, je peux créer des programmations, faire en sorte que je veux, tu vois, sur mon numéro pro, je veux pas être dérangé à partir de 18h. Hop, je coupe automatiquement. Mm. Tu vois, tu peux créer des règles, tout, c'est hyper smart. Je connaissais pas du tout. Ok, Et OnOff. c'est hyper accessible. Tu choisis ton numéro. Franchement, il y a une offre pour les pros, une offre pour les particuliers, c'est top. Ok, super, super. Est-ce que tu es à la recherche de partenaires, prestataires, employés, contacts? On a compris que tu voulais lever des fonds, mais ça c'est déjà pour ton application. Mais ça c'est peut-être déjà géré. Tu as mentionné la BPI, mais est-ce que tu recherches voilà, des contacts? Euh, eh bien, potentiellement dans l'univers de la data justement, parce que nous on évolue pas mal dans l'univers de la data et on suit de près tout ce qui est législation, tout ce qui est en fait à mi-chemin entre ce qu'on a le droit de faire en marketing et ce qu'on n'a pas le droit de faire d'un point de vue juridique. Moi ça c'est des sujets qui bougent beaucoup en ce moment et qui du coup sont assez difficiles de suivre et pour lesquels nous on veut être hyper informés, tu vois, hyper éveillés là-dessus pour pouvoir être bien dans nos préconisations. Donc moi je suis toujours intéressé de rencontrer, même de créer des partenariats avec des personnes, des boîtes qui bossent dans la data marketing, tu vois, comme la société Criteo, comme voilà ça c'est une très grosse, mais il y en a plein d'autres, pour justement en fait échanger avec eux, voire créer des partenariats, parce que généralement eux sont pas trop tech. Par contre, ils sont calés en marketing, ils sont calés en data. Et comme aujourd'hui, récolter une data qui est compatible RGPD devient une compétence de plus en plus tech, et que nous on a cette compétence tech, mais qu'on n'a pas forcément la compétence marketing, bah, mettre en fait nos forces en commun, ça pourrait être hyper intéressant. Et là, je vais lancer prochainement une campagne de prospection où justement je vais aller chercher ces boîtes-là, je vais aller chercher des sociétés comme Cybercité, comme Cora, comme Boril, pour justement leur dire, bah, faut qu'on parle en fait dans votre manière parce que eux ils ont besoin de récolter de la donnée et nous on peut les aider à récolter de la donnée tout en étant conforme RGPD. Et j'ai envie de mettre en commun ces forces-là. Ok, donc des experts de la data. Ouais. Et le meilleur Orienté moyen pour... marketing. Orienté marketing. Orienté marketing, très clair. Le meilleur moyen de te contacter? Euh, directement par LinkedIn. C'est encore le plus simple. Je suis pas hyper réactif parce que j'ai pas mal de messages, mais je finis toujours par répondre sous quelques jours. Mais ouais, sur LinkedIn, je pense que si on tape Fabien Serra, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, mais Fabien Serra Tizi par exemple, je pense qu'on me trouve et c'est assez simple. Je mettrai ton profil directement dans la Ah description. top, Si quelqu'un top. veut lancer un parc d'attractions et veut s'associer à toi, en même Avec temps, tu auras plaisir.
tu auras toute la tech pour traquer les visiteurs. Et puis, tu Exactement. pourras mettre un tatoueur et éventuellement, voilà, combiner toutes tes idées de business dans ton parc d'attractions. C'est clair. Créer du lien pour les personnes âgées. Ok, super. Tu as mentionné que tu avais une newsletter également? Oui, oui. C'est- Alors c'est tout récent, ça fait 3 semaines qu'elle est lancée. Ok. Euh, En fait, c'est parti du constat. On évolue dans le monde de la com, donc forcément, on communique sur les réseaux sociaux. Et j'ai longtemps créé du contenu très éphémère, un peu dans ce qui se faisait de manière mainstream, et ça me ressemble pas du tout, ça me plaît pas du tout. Donc, on crée du contenu, c'est comme ce qui se trouve sur LinkedIn, Instagram, c'est-à-dire voici 5 astuces pour machin, etc. Et ça, j'arrive pas à m'y tenir, c'est pas mon truc. Et ça fait un moment en fait que je veux lancer un média qui se décline sous plusieurs formes. Donc la première étape, c'est la newsletter. Peut-être qu'à terme, enfin newsletter plus vidéo YouTube. Donc ça, Mhm. c'est vraiment tout récent. Et peut-être qu'il y aura podcast, etc. Je te recontacterai Bien sûr. parce que tu as une expérience en podcast qui peut m'intéresser et faire l'inverse, tu vois, que moi je sois au micro de l'autre côté. Et en fait, l'objectif de cette newsletter, ça reprend tout ce que j'aime bien, tu vois. Il y a des trucs que j'ai déjà dit dans cette heure et demie qu'on a passé ensemble, dans cette... Oh, ça fait déjà 2 heures, pardon. Je parle beaucoup trop, en fait. Ouais, c'était super Euh, intéressant. c'est que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup l'histoire. Ouais. Et j'aime beaucoup analyser l'histoire pour comprendre le présent, voire anticiper le futur. Et donc, à chaque fois, dans cette newsletter, dans ces vidéos YouTube, dans ces podcasts, l'objectif, c'est de repartir d'une histoire plus ou moins historique, hein. Par exemple, la collaboration Cruel Pancake et Lipton, c'est quelque chose qui date de début juillet, donc c'est tout récent. Je suis revenu également sur le scandale Facebook Cambridge Analytica. Mhm. Je suis revenu également sur le sponsoring de Burger King sur la pire étoile, la pire équipe de D4 anglaise de foot. Et en fait, je raconte l'histoire, donc c'est vraiment c'est vraiment le fait de moi, je prends un sujet qui m'intéresse, je la raconte à ma manière, et ensuite on décortique un peu ce qui est intéressant d'analyser. Et généralement, c'est dans les sujets de tech, de marketing, enfin de data, parce que j'aime beaucoup aussi tout ce qui est psychologie, sociologie, neurologie. Donc en fait, on va analyser, j'analyse un peu tout ce qui se joue derrière, et je tire quelques hypothèses, quelques conclusions par rapport à ça. Top. Écoute, on mettra également le lien en description. Ok, ben avec plaisir. Super. Fabien, merci beaucoup. Un épisode Merci à toi. riche avec finalement peu d'idées, mais on est vraiment rentré dans chacune des idées, donc c'était passionnant. Et j'ai appris aussi plus à te connaître. Et tu t'intéresses à plein de trucs, et ça, c'est encore un point commun qu'on voit souvent chez les entrepreneurs. Ce sont des grands curieux qui aiment apprendre, et je pense que tu l'incarnes parfaitement. Donc, Merci beaucoup pour cet écchage. merci encore, Hyper Fabien. intéressant. À À bientôt. bientôt. Ciao. Salut.